Donc, comment Mais dès peut-on lors qu'ils ont accepté tous unanimement de prendre cette résolution de rapatrier, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils ont volé. Mais bien sûr, C'est ce que ça veut dire. mais bien sûr, si vous n'avez pas de sous cachés à l'étranger et qu'on vous dit il faut rapatrier, vous direz aux gens, mais je vais rapatrier quoi, je n'ai pas l'argent. Je vous prends l'exemple de Ibrahim Traoré, le président burkinabé. Quand les États-Unis prennent la décision de geler les comptes des responsables burkinabés aux États-Unis, vous avez écouté la réponse d'Ibrahim Traoré. Il dit, mais ils peuvent geler ce qu'ils veulent. Hein. Mais d'ailleurs, je vous informe, nous, on n'a aucun compte aux États-Unis. Ils vont geler quoi? C'est ça le problème. Donc, s'ils prennent la résolution de dire qu'on va rapatrier cet argent, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont volé, ils ont caché dans les paradis fiscaux. Donc, il faut qu'ils expliquent aux populations pendant les campagnes présidentielles de mars 2026, là, donc dans quelques jours, comment se fait-il qu'ils ont pu piquer des sous alors que les gens meurent de faim, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens sont malades? C'est ça qu'il faut qu'il explique. Comment voulez-vous aller à l'élection présidentielle avec un candidat, c'est le général Mokoko qui le disait, un président voleur, menteur, tricheur, fraudeur, mais il ne montre pas l'exemple. Puisque là, il vient de reconnaître à la demande du FMI qu'il avait volé l'argent, qu'il avait planqué dans les paradis fiscaux. Et donc, les Congolais doivent entendre que maintenant, la messe est dite. Le Congo est un pays riche. La richesse du Congo est volée par le pouvoir en place et le FMI demande très clairement que cet argent revienne au Congo. Et c'est le sens de la réunion qui a eu lieu à Brazzaville. Eh bien, c'était pour voir comment rapatrier cet argent à la demande du FMI et puis mettre fin à la corruption. Révolution, oui, ça se prépare, oui, certainement que bon, ça va arriver parce que je disais même à quelqu'un, on ne sait pas, parce que en fait, l'élection de mars 2026 est un grand inconnu, qu'on le veuille ou non. C'est un grand inconnu. Sassou Nguesso le sait. Oui. Ben oui, ils ont peur. Ils Il ont a beau très, très, afficher très ce peur. sourire, partout il passe, mais Non, il non, sait non. que c'est un grand inconnu. Ils savent qu'ils n'ont pas de bilan, ils savent que les gens sont révoltés, les gens ne veulent même plus les Mais voir. Ils le attendez, savent. la Les situation qu'on vient de cortèges peindre du tout à PCT sont l'heure, lapidés dans les villes de Brazzaville. la On situation voit qu'on les vient de images. peindre tout à l'heure, un pays où vous avez des agents, des fonctionnaires qui accusent jusqu'à 98 mois d'arriérés de salaire. Vous imaginez, dans des hôpitaux, c'est des vingtaines de mois d'arriérés de salaire. Et ils sont en grève, l'université en grève, partout en grève. Tout le monde en grève, il n'y a rien, les services sociaux de base n'existent plus. Pas d'eau, pas d'électricité. Vous êtes dans un pays comme ça et vous dites que je vais encore briguer un autre mandat. Et on voit ces ministres et lieutenants pavaner, se pavaner un peu partout, à la télé, pour dire 30 jours pour convaincre qui? À la rigueur, c'est 30 jours pour narguer les Congolais, parce que les Congolais vivent la réalité en fait. Alors vous avez aussi suivi l'actualité dans le pôle à Mindouli, où la DGSP est allée foutre, permettez-moi le terme, le bordel. Ils sont allés brûler le moton. On en a déjà parlé ici, hein, sur ce même plateau avec vous. On en avait parlé sur ce même plateau. Ils sont allés brûler voilà, une moto et puis ça a dégénéré. Vous avez suivi les images, il y a eu des morts. Et depuis là, un petit bruit court que le pasteur Ntoumi Frédéric Binsamou serait, bon voilà, je ne sais pas si c'est en exil, oui, mais il se cacherait quelque part. Et d'autres opérations finalement ont suivi dans le pool. Brûlé. Il y avait 4 hélicos, ils ont bombardé ici. Voilà. Benge utubira ni bezandu bobe gogo mwatu bankare boko kwa bete basuna wa ukatuba ope. Bagogo bawilu atamata. Ah. Voilà. Tout est détruit. Ça, c'est une école. Ça, c'est le sac de voyage, je ne sais pas c'est pour qui, et le matelas. Et les conséquences, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de réfugiés de cette partie du pays, du Congo, qui se retrouvent de l'autre côté, l'autre Congo en RDC. Bien malheureusement, ils sont nombreux, beaucoup de familles. Et c'est tout normal parce qu'ils ont déjà vécu, ce traumatisme est resté, ils ont vécu ces événements. Et dès que ça a déclenché, le réflexe était voilà, de se protéger. Ils sont nombreux. Et c'est dans ce contexte, curieusement, qu'on est en train d'aller à l'élection présidentielle de mars 2026. Mais ici, moi, ma question, c'est sur cette situation. Quelle analyse
vous inspire cette situation? Pendant qu'il y a cette situation, Sassou rencontre Tshisekedi il y a quelques heures ou il y a quelques jours à Oyo et les deux parlent de quoi? Des pêcheurs de Mbandaka qui les ramènent des silures. Vous trouvez ça sérieux? Quand vous regardez ce dont on parle, de la situation du Congo et de la situation du département Bon, du mais oui, Congo, Didier Moïni-Volo, connaissant Sassou Nguesso, il est tellement cynique. c'est quand même Reste curieux. à savoir, Je le vois avec Tshisekedi. il n'a pas parlé autour de des cette pêcheurs de situation avec Mbandaka. Félix. Oui, mais moi je vais en terminer, parler... pardon, c'est très important. Il reste à savoir si il n'a pas évoqué la question avec Félix Tshisekedi, comme il a toujours coutume de le faire. Renvoie-moi ces gars-là parce que ça donne une mauvaise image. Et puis, bon, quand ils reviendront, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Parce qu'avec Sassou Nguesso, c'est ça. Ils ne peuvent pas parler que des silures. Oui, ça, c'est ce qu'ils affichent en public. Mais Denis Sassou Nguesso est très cynique. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 avec moi sur ce plateau. Didier Moïni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier, encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7. Mais, bonjour Monsieur Perrin, et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les téléspectateurs de R7 autour donc de l'actualité qui nous concerne, hein, notre pays, mais aussi la sous-région et puis le monde entier. Merci de votre disponibilité. Alors Didier Moïni-Volo, après 43 ans de pouvoir sans partage, des moyens financiers considérables, plusieurs bombes pétroliers, il convient de rappeler que le Congo-Brazzaville est également exportateur de bois, des minerais, de gaz liquéfié. Il possède une importante façade maritime, 10 millions d'hectares, des terres arables, sans compter son réseau hydrographique majestueux. De 2001 à 2022, ce qu'on n'a jamais assez dit aux Congolais, c'est que plus de 133 000 milliards de francs CFA, je répète, plus de 133 000 milliards de francs CFA ont été détournés par le régime PCT. Comparé à sa petite population de 6 millions d'habitants, exagéré d'ailleurs, il faut le dire, qui manque désormais de tout ou presque. On va en parler parce que vous avez certainement aussi suivi la sortie, j'allais dire, hasardeuse de Thierry Mungala pour justifier un nouveau mandat pour Denis Sassou Nguesso, disait-il. Il met en fait en exergue l'expérience de Denis Sassou Nguesso. Les motifs sont tout à fait évidents. D'abord, il s'agit d'un immense homme d'État qui est actuellement en charge des responsabilités du pays à un moment charnière, à un moment crucial, voire à un moment difficile. Vous voyez l'équilibre du monde qui aujourd'hui évolue, qui peut être considéré comme fragile, voire instable. Et donc, dans ce moment crucial, dans ce moment critique, nous avons besoin, le Congo, les populations de notre pays, et au-delà de notre pays, la sous-région et l'Afrique, ont besoin de l'expérience de cet homme d'État qui aujourd'hui a la capacité de nous permettre au niveau du Congo, mais encore une fois, jusque et y compris au niveau sous-régional, vous voyez la réunion que vous avez évoquée en introduction, qui se passe ici à Brazzaville et qui concerne la CEMAC, eh bien, qui a cette capacité à nous conduire hors de l'ornière si nous y sommes et nous amener vers des rivages qui soient des rivages de développement. Oui, l'expérience. Tout le monde est en train d'observer ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous y reviendrons tout à l'heure. La situation socio-économique du pays. Denis Sassou Nguesso n'a pas hérité cette situation de quelqu'un d'autre. En fait, il est là depuis 1977 avec une petite interruption entre 1992 et 1997 lorsqu'il reprend les armes pour reprendre le pouvoir. Alors, lorsque Thierry Mungala parle de l'expérience de Denis Sassou Nguesso pour tirer le Congo de cette crise multidimensionnelle. Écoutez, moi, ça ne m'étonne pas de Thierry Mungala. Comment comprendre ça? C'est toujours... la bêtise qui revient toujours. Et avec ce pouvoir,
on est maintenant habitué. Le problème aujourd'hui, c'est de réfléchir comment se débarrasser de ce pouvoir. Mais vous savez, les anecdotes qu'on raconte dans les rues de Brazzaville dans les années 80, j'étais encore très jeune, c'est que lorsque la crise, la toute première crise, hein, vous-même, vous l'avez rappelé, que Sassou, ça fait plus de 40 ans de pouvoir avec une interruption parce qu'il a été battu aux élections. Mais posez-vous la question, le premier boom pétrolier dans les années 80, 84, je crois, c'est déjà Denis Sassou Nguesso qui est le président. Et 2 ans après, alors qu'on a connu un boom pétrolier, à l'époque, notre budget annuel ne dépassait pas les 500 milliards, je crois, on était entre 500 et 600 milliards de francs CFA. Et on avait un boom pétrolier qui nous avait rapporté, je crois, plus de 4000 milliards de francs CFA. Et donc, c'était le premier plan quinquennal, hein, pour donner une référence aux Congolais. Le premier plan quinquennal. Alors, Thierry Mongala peut toujours nous dire, Thierry Mongala, Juste Ibombo et les autres, où étaient-ils pendant ce plan quinquennal? Ils n'étaient pas là, on ne les connaissait pas. Mais qu'ils se rappellent qu'il y avait déjà ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on écoutait déjà, mais tiens, puisque ça soit échoué et que nous sommes en crise, donc, il faut trouver des solutions avec une autre personne. Et donc, vous avez quelqu'un qui a récemment défrayé la chronique. Oba Pounou, à l'époque, Oba Pounou, c'est qui? C'est le secrétaire général de l'UGC. Et Oba Pounou est celui qui partait dire partout, Sassou, c'est la solution. C'est-à-dire ce que Thierry Mongala est en train de dire aujourd'hui. Dans les années 1980, ce sont des propos que tenait Oba Pounou, le premier jeune. Donc c'est le même refrain qu'on reprend. Mais c'est le même refrain, ayant le sens de l'histoire. Et Oba Pounou s'est fait recadrer en conseil de ministre par quelqu'un qui nous a quittés, paix à son âme, le colonel Katali. C'est le colonel Katali qui rabroue Oba Pounou en plein conseil de ministre en disant Sassou qui nous a plongé dans cette crise ne peut pas être celui qui va nous aider à sortir de la crise. C'est les propos prêtés à Katali, qui est ministre de l'Intérieur, en plein conseil de ministres, et Oba Pounou est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et d'ailleurs, Katali lui dirait que mais Oba Pounou, il est qui d'ailleurs? Il est ministre des Jeunes, oui, mais autour de la table, il n'y a pas de jeunes. Qu'il aille tenir ces propos-là dans les meetings de l'UGC avec ces jeunes. Mais nous, on n'est pas des jeunes, on est quand même des adultes vaccinés. Sassou nous a plongé dans la crise. Il ne peut pas être celui qui nous sortira de la crise. Alors, quelques mois ou quelques années après, on sait ce qu'est devenu Katali. Eh bien, on l'a enterré à Dongou. Et j'ai eu la chance, je partais à Bétou, d'arriver à Dongou au moment où le corps de Katali arrivait, voilà, à Dongou. Donc, il ne faut pas que les Congolais pensent que ce qui se passe aujourd'hui avec Sassou, c'est une première. Ce n'est pas une première. Et peut-être pour Thierry Mongala, je ne sais pas où il était dans les années 80, qu'est-ce qu'il faisait et où il était. Ou simplement parce que, quand même à le dire d'ailleurs, à le rappeler, Denis Sassou Nguesso lui-même, les Congolais ont une mémoire courte. Et donc, certainement qu'ils jouent sur ça. Ils se disent, bah, ils ne retiennent pas, ils ne se souviennent pas. On peut continuer à mentir et puis ça va passer. Mais bien sûr, Sassou vous ressasse les mêmes choses. Et quand moi j'entends Thierry Mongala aujourd'hui dire le grand camarade Denis Sassou Nguesso, c'est une chance pour le Congo, d'accord? Mais il parle d'un homme d'expérience. Oui, mais laquelle? Dans quel domaine? Dans quel domaine ça soit tirer les leçons? L'expérience, en fait, c'est tirer les leçons. Quand dans une candidature, on vous dit, on cherche un directeur pour Télé Congo, 5 ans d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui, ça fait 5 ans à occuper ces fonctions-là, qui a eu des difficultés, qui a su... Attention, hein, quand on parle de l'expérience, de la compétence, on n'est pas en train seulement de parler des réussites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait face à telle difficulté, voilà comment j'ai surmonté la difficulté et voilà le résultat que j'ai obtenu. J'en tire un savoir, j'en tire une connaissance. Or, toute la vie de Denis Sassou Nguesso a été une vie de chèque. Je parle de la vie publique. Ça a été une vie de chèque. De 1977 à aujourd'hui, il est parti d'échec en échec. Alors, cette expérience, je dirais, cette compétence, c'est laquelle? Qui a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a réussi? On dit un homme d'expérience. Mais un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui a fait des choses qui ont fonctionné, et donc il en tire une conséquence positive. Ou encore des choses qui n'ont pas fonctionné,
qu'il a recommencé, il a changé de méthodologie, de façon de faire, de management. Au final, il a eu un résultat positif. Il dit oui, là, ça va. Mais Sassou, c'est d'échec en échec. Oui, les Donc, on échecs, ne comme vous le garde dites, pas les éléments sont là. C'est des faits. Hein. De toute façon, lorsqu'on parle ici, nous avons des éléments de preuve. C'est ici qu'il faut peut-être rappeler. C'est eux qui oublient, pas nous. Nous, on n'oublie pas, parce que c'est sous Sassou Nguesso que le Congo est entré dans le statut des pays pauvres, très endettés. C'est bien curieux, non? Mais monsieur Perrin, ça fait combien d'émissions, combien d'analyses, pas que moi, votre chaîne propose aux Congolais sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être pour certains Congolais, c'est une surprise, mais ceux qui suivent habituellement R7, ceux qui viennent commenter l'actualité sur R7, peuvent témoigner, peuvent dire que tous les intervenants, les hommes comme les femmes qui passent sur R7, ont donné des analyses qui font qu'aujourd'hui, on y est. Donc, ce n'est pas pour nous une nouveauté. Combien de fois on a démontré la médiocrité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le fait que c'est un pouvoir qui ne nous mènera nulle part et que le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, n'a pas cessé, ça fait plusieurs années que le CRC travaille pour éclairer, conscientiser les populations, les mettre devant leurs responsabilités en tant que peuple conscient, peuple souverain, et inviter ce peuple-là à tirer les leçons d'un pouvoir qui ne peut pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, quoi qu'il arrive. Vous pouvez leur donner tous les milliards du monde, ils ne pourront pas. La preuve, vous l'avez rappelé, 133 000 milliards de francs CFA, on en a fait quoi pour arriver à ce résultat sous nos yeux aujourd'hui, où nous n'avons plus que nos yeux et nos larmes pour pleurer. Et la solution ne peut pas venir de ces mêmes personnes qui ont plongé le pays dans cette situation-là. Dites-moi comment. Oui, mais évidemment, on ne trouve jamais les solutions avec ceux qui ont créé les problèmes, comme qui dirait. Et après, il faut qu'on se pose tout de même la question, pendant que le Congo a engrangé beaucoup d'argent pour son pétrole, les minerais et tout ce qui va, ses ressources naturelles, puisque le Congo est doté d'immenses ressources naturelles. Le pétrole, à un moment donné, s'est vendu même à 115 $ le baril. Vous imaginez, on n'a rien fait. Et maintenant que le monde est en train de basculer dans une crise majeure, où le cours du pétrole est en train de subir des chocs, c'est maintenant qu'on vient dire aux Congolais, non, il faut toujours Denis Sassou Nguesso pour trouver des solutions à tout, en fait à la crise que les Congolais sont en train de vivre. Est-ce que cela peut être réaliste? Ce n'est pas réaliste, M. Perrin. Vous avez rappelé que le pétrole avait atteint les 115 $, mais je vais être encore plus précis. Le baril du pétrole est arrivé à 120 $. Et je vous renvoie au magazine Jeune Afrique, tenu par François Soudan, et reprenez au moment où le baril du pétrole atteint les 120 $, reprenez le numéro spécial de Jeune Afrique sur le Congo. Quelles ont été les prévisions faites par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, numéro spécial où on voit ses enfants, ses neveux, on les présentait comme l'intelligentsia du Congo, avec un baril à 120 $. Le Congo était sur orbite pour se développer. C'est le pouvoir de Sassou qui a fait ces prévisions-là. Et les barils de pétrole au-delà de 100 $, ce sont les 14 000 milliards de francs CFA qu'on a gardés pour les générations futures. Ce sont les excédents budgétaires pendant près de 10 ans. Pendant près de 10 ans, lorsque Sassou prenait la parole au Congrès, il venait vanter les excédents budgétaires allant de 300 à 500 milliards de francs CFA. Donc, nous avons eu cette période de vaches grasses, si on peut dire ça comme ça pour paraphraser la Bible, des vaches grasses. Et à chaque fois qu'on a cette période, qu'est-ce qu'on constate? On constate un accroissement des comportements de détournement d'argent. Et quand il n'y a plus d'argent et que nous sommes dans une période de crise
économique, crise financière majeure, on dit oui, la situation internationale ne nous est pas favorable. Mais excusez-moi de peu, au moment où on se parle, vous et moi, M. Perrin, les pays d'Afrique francophone de l'Ouest, qui ont en commun avec nous le franc CFA, connaissent une situation économique et financière viable. La Côte d'Ivoire en est un exemple. Pourquoi c'est l'Afrique centrale, franc CFA, qui connaît des problèmes et non pas l'Afrique centrale hors franc CFA? Pourquoi c'est l'Afrique centrale, franc CFA, qui connaît des problèmes et non pas l'Afrique de l'Ouest aussi franc CFA? Donc, l'analyse ne peut pas être réductrice à la situation internationale. Un État, c'est d'abord le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide de ses politiques publiques et de ses politiques sociales. C'est le gouvernement qui oriente son budget. Dans un moment où nous sommes en grande difficulté, comment Colline Makosso agit sur les politiques gouvernementales pour que la crise ne soit pas de cette ampleur dans notre pays? Oui, mais Didier Mouni-Volo, tout à l'heure, vous avez dit, évidemment, on ne peut pas continuer à se justifier sur la crise internationale, parce qu'il y a toujours crise internationale, mais entre-temps, qu'est-ce que le pays fait, qu'est-ce que le gouvernement fait dans son pays? Vous le savez, comme tout le monde, il vient de se tenir un sommet extraordinaire de la CEMAC à Brazzaville, d'accord? Et un sommet qui visait, vous le savez très bien, à prévenir un choc économique et monétaire suite à l'alerte que le FMI a émis. D'accord? Et ce qui est curieux, parmi les grandes recommandations, s'il faut les appeler comme ça, ou voilà, oui, les résolutions qu'ils ont retenues à ce sommet, c'est le rapatriement d'urgence des fonds, ceux qui n'ont pas précisé pour les raisons diplomatiques, il faut le dire, volés, détournés dans nos pays et qui ont été planqués dans des banques occidentales et chinoises. En fait, c'est une façon de reconnaître finalement qu'évidemment, ils ont tout volé au point de mettre leur pays en danger parce que c'est le FMI qui alerte pour dire d'urgence, il faut trouver une solution. Et la solution, après, vous allez tergiverser. Non, une recommandation leur a été faite, c'est de rapatrier l'argent volé. C'est ici qu'on comprend très bien, puisque longtemps, nous en parlons ici, les gens croient qu'on est en train de spéculer lorsqu'on parle du vol de 14 000 milliards. C'est quand même 7 ans de budget congolais. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. 60 comptes des Congolais à Panama. Mais c'est très grave. Voilà pourquoi Ndongo Gilbert, vous voyez, il faut qu'on l'amène devant la télévision congolaise, Télé Congo. Explique-nous un peu, comment tu as mis l'argent à l'extérieur, les 14 000 milliards. Tu as dit que ça devait servir aux Congolais. Explique-nous. Les journalistes, soyez perspicaces. Et pendant que le fonds monétaire décrit, on fait des fausses dettes. On est en train de surendetter le Congo. Tout ça pour dire, après moi, c'est le déluge. Non, après moi, c'est le déluge. Le chaos, oui. Compte 5 ou 6 dignitaires de ce régime PCT ont planqué plus de 5 500 milliards de francs CFA. Des gens qui n'ont pas un passé d'affaires, mais qui se retrouvent avec plus de 5 500 milliards. 6 dignitaires. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps.
Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itois, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Et quand ils ont fait ça, on se retrouve dans un pays, tout à l'heure on y reviendra sur ce que vivent les Congolais, les réalités quotidiennes des Congolais. Et donc, les institutions monétaires, financières, internationales ont constaté qu'ils sont en train de beaucoup trop voler. Tout à l'heure, vous avez parlé des booms pétroliers au Congo. On nous a inventé la municipalisation accélérée, mais c'était en fait une stratégie pour voler de l'argent. On se retrouve avec les hôpitaux dans la forêt. Où est passé cet argent? Denis Christel Sassou Nguesso a-t-il fraudé? Le fils du président congolais, député d'Oyo, est aujourd'hui cité dans un rapport publié par l'ONG britannique Global Witness. Il aurait détourné plus de 50 millions de dollars du trésor congolais par le biais de sociétés écrans basées à Chypre en 2014. Denis Christel Sassou Nguesso aurait œuvré avec l'aide de José Vega, homme d'affaires portugais et ancien directeur du club de football du Benfica de Lisbonne. On sait qu'il a payé d'entreprises qui sont installées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse. Et on n'est pas sûr, ce n'est pas clair qu'est-ce que ces entreprises font. Mais aussi, on connaît que la famille présidentielle congolaise a un mode de vie très opulent, très luxueux. Sans succès, nous avons tenté de joindre Denis Christel Sassou Nguesso et le gouvernement congolais. Ce n'est pas la première fois que la famille présidentielle est visée par de telles enquêtes. En avril dernier, l'ONG Global Witness s'est penchée sur Claudia Sassou Nguesso, fille du président, également députée. Selon l'ONG, elle aurait reçu 20 millions de dollars de fonds publics détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe à New York. En France, la fille du président a également été mise en examen pour blanchiment et détournement de fonds publics dans l'affaire dite des biens mal acquis, affaire dont l'enquête se poursuit. Aujourd'hui, tout le monde sait où est passé cet argent. Et donc, il faut rapatrier cet argent. Alors, quel commentaire cela vous inspire? D'abord, l'image que renvoie les résolutions, j'allais dire, de ce sommet, mais en plus, dans un contexte où on va vers une élection présidentielle, là où Thierry Mungala parle d'expérience, l'expérience de vol, de détournement. Mais écoutez, vous avez très bien résumé la situation du Congo. Donc, lorsque on voit notre pays, il faut déjà corriger une chose. C'est que moi, je lis sur la toile, notamment les fanatiques du PCT, en disant « Denis Sassou Nguesso a convoqué une réunion de la CEMAC à Brazzaville parce que la situation est grave. » Faux. Ah, ça, ils savent récupérer les événements, ça je le sais, oui. Voilà, il faut rétablir les faits. Vous l'avez très bien dit, c'est le FMI qui alerte la Banque des États de l'Afrique centrale et les pays dont dépendent les pays concernés par cette banque pour leur dire « Attention, vous êtes en train de dormir alors même que vos comptes publics sont en train de plonger dans les abîmes de sorte que vous n'allez plus avoir des fonds, des monnaies d'échange pour surtout acheter sur le marché international. » Qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? Et il faut que les Congolais le comprennent. C'est que dans 6 mois, si on ne corrige pas la courbe, comme vous l'avez dit, dans 6 mois, nous n'aurons plus à importer à manger. Le Congo
c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé sur votre chaîne. Le Congo importe pour plus de 600 milliards de nourriture. C'est une honte pour notre pays. En 2010, le Fonds monétaire, le Club de Paris, le Club de l'Or, nous ont réduit la dette à 20%. Comment expliquez-vous 8 ans après, nous retombons à plus de 140%? Est-ce que c'est normal ça? D'où ça vient? Le Congo devrait être un pays excédentaire en ressources d'importation. Excédentaire. Mais aujourd'hui, il nous reste à peine même pas une semaine d'importation. C'est-à-dire pour payer nos importations, on n'a pas de l'argent pour payer les importations d'une semaine. Tout ce que nous mangeons ici, comme ça vient de l'extérieur de l'importation, ce sont les autres pays de la CEMAC qui payent pour nous, dans le cas des compensations au sein de comptes d'opération. Le Congo importe pour beaucoup de milliards de médicaments. Alors, je prends ces deux exemples parce que ce sont des deux exemples fondamentaux qui vont faire qu'au Congo, les gens vont mourir. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de jeter la panique. Parce que mourir dans le sens où les États-Unis viennent de se retirer de plus de 60 organisations internationales dépendantes de l'ONU, parmi lesquelles les structures qui accompagnaient les pays africains dans des programmes sanitaires, alimentaires et autres. La prévention des pathologies, la médecine active et tout ce qui est développement agricole et autres. Les États-Unis sont en train de se retirer. Et Trump est en train de créer sa petite structure internationale pour moins financer l'ONU. Donc l'ONU, l'OMS, les États-Unis se sont retirés de l'OMS. Donc tous les fonds des États-Unis qui soutenaient les politiques ou le travail de l'OMS, c'est fini. Et donc c'est aussi ça qui fait que le FMI et les institutions financières internationales alertent les États les plus en difficulté, parmi lesquels la CEMAC. Ce qui fait que, vous l'avez dit, les gens ne sont plus allés dans des phrases de politiquement correctes. Ils l'ont dit très clairement. Le FMI a dit, fini les projets d'infrastructure qui n'arrivent pas à la fin. C'est-à-dire que le FMI met en garde les pays de la CEMAC parce que ces pays-là sortent de l'argent pour les infrastructures, les hôpitaux, vous avez dit, les routes et autres. Soit ce n'est pas fait, soit on a commencé... Oui, c'est le cas au Congo d'ailleurs. Je crois qu'il y a un député qui parlait de... Je sais pas... Ibovi. On y est là. On y est. On a sorti 136 milliards de francs CFA, une route imaginaire. Et il y a c'est la question partout, d'Ibovi des éléphants bleus. Bouya. Donc, le FMI pointe les routes de Bouya. Vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. C'est-à-dire, vous sortez l'argent pour 135 km de route, la route, on ne les voit pas. C'est ce que le FMI pointe de façon nette, claire et précise. Le FMI pointe les hôpitaux de Sassou. Le FMI dit, vous avez des infrastructures, vous sortez de l'argent, on commence les travaux s'arrêtent, l'argent est sorti, les infrastructures ne sont pas arrivées à la fin. Entre-temps, ça crée ils ont une sorti dépense. 700 milliards de francs CFA pour les 12 hôpitaux depuis pratiquement plus de 10 ans, alors que les travaux étaient prévus pour 4 ans. Nous voici aujourd'hui, combien d'hôpitaux ont été livrés, alors que l'argent était sorti? 0. Et Sassou lui-même a reconnu que les hôpitaux sont dans la brousse. Ce sont les expressions de Sassou, que les hôpitaux ont été réalisés à 70%. Mais c'est ça que pointe le FMI. Et le FMI, en conclusion, demande des vraies politiques de lutte contre la corruption. Le FMI demande en urgence le rapatriement de l'argent placé dans des comptes offshore. Je vous reprends les expressions du FMI. Si le FMI dit qu'il y a de l'argent dans les comptes offshore de ces pays-là et que Sassou organise la réunion à Brazzaville, ça veut dire que Sassou reconnaît tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter Jean-Jacques Bouya, qu'il justifie l'argent des 135 km de route. Ça suppose que tous ceux qui ont traficoté dans les projets des hôpitaux, des infrastructures et autres, il faut que la police de la documentation et de l'intelligence les arrête. Il faut arrêter tous ces gens. In fine, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Perrin? Vous avez commencé en m'interrogeant sur Thierry Mongala qui dit Sassou était un grand camarade, il a l'expérience. Mais c'est quand même paradoxal. D'un côté, Thierry Mongala dit que le mec a l'expérience, donc c'est lui qui doit continuer.
De l'autre, le FMI vous informe que le monsieur était un voyou. Il a planqué des sous dans non, des comptes. Non, c'était un voleur, simplement. Le message qui a été envoyé, c'est celui-là. Non, utilisons les termes terre à terre pour que les Congolais comprennent. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait un peu la diplomatie du langage, on se perd. Et après, on vous dit non, non, c'est du vol chez nous. Là, le FMI est allé droit au but en disant rapatriez l'argent que vous avez planqué. Alors, puisqu'ils ont fait la réunion, c'est qu'ils reconnaissent que l'argent a été planqué. Donc, comment peut-on... Mais dès lors qu'ils ont accepté tous unanimement de prendre cette résolution de rapatrier, c'est qu'ils ont reconnu qu'ils ont volé. Mais bien sûr. Ce que ça veut dire. Mais bien sûr, si vous n'avez pas de sous cachés à l'étranger et qu'on vous dit il faut rapatrier, vous direz aux gens, mais je vais rapatrier quoi, je n'ai pas l'argent. Je vous prends l'exemple de Ibrahim Traoré, le président burkinabé. Quand les États-Unis prennent la décision de geler les comptes des responsables burkinabés aux États-Unis, vous avez écouté la réponse d'Ibrahim Traoré. Il dit, mais ils peuvent geler ce qu'ils veulent. Hein. Mais d'ailleurs, je vous informe, nous, on n'a aucun compte aux États-Unis. Ils vont geler quoi? C'est ça le problème. Donc, s'ils prennent la résolution de dire qu'on va rapatrier cet argent, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils ont volé, ils ont caché dans les paradis fiscaux. Donc, il faut qu'ils expliquent aux populations, pendant les campagnes présidentielles de mars 2026, là, donc dans quelques jours, comment se fait-il qu'ils ont pu piquer des sous alors que les gens meurent de faim, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens sont malades? C'est ça qu'il faut qu'il explique. Comment voulez-vous aller à l'élection présidentielle avec un candidat, c'est le général Mokoko qui le disait, un président voleur, menteur, tricheur, fraudeur, mais il ne montre pas l'exemple. Puisque là, il vient de reconnaître à la demande du FMI qu'il avait volé l'argent, qu'il avait planqué dans les paradis fiscaux. Et c'est avec ce monsieur qu'on va aller à mars 2026 voter. Évidemment, il ne pouvait que s'y mettre parce que, à l'opposé, si jamais ils avaient résisté, c'est sûr et certain que le FMI allait tout geler pour leur démontrer qu'évidemment, puisque vous refusez, vous ne voulez pas reconnaître, ok, on va geler tous les comptes et on verra comment vous allez faire. Ben, ils ont été obligés donc de reconnaître. Ben, en fait, à la rigueur, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein, c'est un aveu. C'est un aveu de détournement, de vol des deniers publics. En réalité, ils devaient être arrêtés tous. C'est ce que je vous dis. Dès lors qu'ils reconnaissent qu'il y a de l'argent planqué quelque part, tous les membres du gouvernement devaient faire l'objet de poursuites judiciaires, ne serait-ce que d'investigations pour savoir comment cet argent est arrivé là-bas. La centrale d'intelligence et de la documentation, c'est son rôle, c'est son travail. Mais naturellement, il devait être devant le parquet parce que moi, ça me fait penser un peu à Anatole Kolile-Makosso qui aime refuter toutes ces accusations pour dire que ce sont des spéculations. Voilà, les médias spéculent autour de détournements, il n'y a pas de preuves, il n'y a jamais de poursuite. Et aujourd'hui, là, ils sont pris la main dans le sac. C'est ce que ça veut dire. Moi, je voudrais bien qu'ils viennent démentir cela. Mais ils sont pris la main dans le sac, mais le pire, c'est qu'ils viennent d'avouer. Vous l'avez dit, ils viennent d'avouer que oui, il y a de l'argent dans les comptes offshore. Mais nous avons toujours insisté sur cet élément de père, en prenant l'exemple de père ou de mère de famille qui, tous les mois, a un salaire. Les enfants n'ont pas de quoi aller à l'école, les enfants n'ont pas de quoi se soigner, n'ont pas de quoi manger, mais ce père de famille a des maisons à l'étranger, a des costumes à 6 000, 12 000 $, euros ou dollars, c'est-à-dire que des costumes qui coûtent à peu près 10 millions, 15 millions de francs CFA. Dans quel pays on peut accepter ça? Et maintenant qu'ils ont reconnu, moi je pense qu'au mieux, c'est ce que nous disons, on sait que ça ne se fera pas, c'est ce que nous disons, ils doivent tous faire l'objet des poursuites judiciaires, d'arrestation par la centrale de l'intelligence et de la documentation. Comme ce sont leurs complices, ils ne le feront pas. Mais le minimum qu'on peut demander, M. Perra, le minimum, c'est que, in fine, les 5 000 milliards, comment on appelle ça, retrouvés par les Panama Papers, Wikileaks ou quoi autre, eh bien, au moins que ces 5 000 milliards soient rapatriés pour s'occuper des populations. Nous l'avons toujours dit, les richesses du Congo appartiennent aux populations congolaises et le but du gouvernement, c'est de gérer l'appareil de l'État pour que la vie des populations change. Mais ça, c'est partout dans le monde. Chez nous, le but d'un pouvoir, c'est de voler l'argent public. Vous l'avez dit. Comment voulez-vous que
si on repart dans l'histoire, en 1850, le Congo n'a pas d'homme d'affaires. Le grand-père de Sassou est un pêcheur-chasseur. Mais tout comme tous nos arrière-grands-pères à nous. Le grand-père de mon père, il vivait au village, comme tous les grands-pères des Congolais. Et à cela, il faut ajouter que Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord un soldat. Or, il est interdit aux soldats de faire des affaires. Tout le monde le sait. Le père de Denis Sassou Nguesso, peu importe qui il était, vous prenez Sassou Nguesso, vous prenez Pascal Lissouba, Yombi Opango, Tister Tikaya, Kolela, prenez tous ces gens-là qu'on a connus au moment des indépendances. Jacques Opango, Youlou, Massamba Deba, prenez tous ces gens. Leur père était des villageois, cultivateurs, pêcheurs, chasseurs. C'est la colonisation qui amène le salariat au Congo. Du point de vue historique, c'est la colonisation. Mais puisque la colonisation commence avec l'arrivée de Debraza, donc quand Debraza arrive, Debraza n'a pas trouvé des hommes d'affaires, comme vous dit, comment on appelle ça, la fille de Firmin Ayessa, Belinda Ayessa, que Debraza était venu en diplomate, il a trouvé quelle administration? Quel était le statut du salariat au Congo avant la colonisation? Il n'y avait pas de statut de salariat. Le salariat vient avec la colonisation. Les premiers, c'est les commis d'administration comme les Jean Malonga qui a écrit, comment on appelle ça, la légende de Mfumu Mazono. C'est les premiers. Les premiers, c'est les Mathieu André, les Jacques Opango. C'est les premiers qui commencent à travailler au Congo. Quand on vous dit deux fois, Sassou connaît tous les militaires congolais. Mais c'est normal, ils étaient combien? Ils étaient combien les militaires congolais? Ah oui, mais un tel connaît tous les fonctionnaires congolais. Mais c'est normal, en 1960, ils sont combien? Et donc, il faut que les Congolais se rappellent que tous ceux qui ont des milliards, les Congolais qui ont des milliards aujourd'hui, au Congo ou à l'étranger, qui ne sont à la tête d'aucune entreprise connue. D'aucune entreprise connue. Simplement parce qu'il est ministre, il a été nommé ministre, il est directeur général quelque part, et ils deviennent des milliardaires comme ça. Mais c'est Laurent Gbagbo qui dit, lorsqu'un homme politique a des fonctions publiques, des fonctions de ministre et autres, président, premier ministre, et qui devient milliardaire, c'est qu'il est voleur. Je dis souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. C'est pas des métiers où on devient riche, ça. Celui qui veut être riche, il va faire le business. Mais la politique, c'est servir le peuple. Et vous avez des exemples. Moi, vous savez, je suis allé chercher sur Internet la vie de Jacques Opango. Mais moi, je ne savais pas que Jacques Opango est mort en 1978. Ça veut dire que quand le PCT arrive au pouvoir, Jacques Opango est toujours vivant jusqu'en 1978. Mais Jacques Opango, il n'est pas mort riche. Moi, j'aimerais mieux connaître la vie de cet homme-là parce que Jacques Opango, c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné. C'est parmi des gens qui ont créé les premiers partis politiques en Afrique et au Congo. C'est parmi les premiers à théoriser le socialisme en Afrique et au Congo. Mais il n'est pas mort. Ce qui est bizarre avec le Congo, c'est qu'on se retrouve avec un PCT, voilà, qui règne au Congo, puisque c'est le régime PCT, soi-disant social-démocratie, mais ils sont tous devenus des milliardaires, comme ça. Un tour de bras, ils sont devenus tous des milliardaires qui roulent voilà, carrosse, qui vivent dans l'opulence. Et dans le même temps, ils peuvent vous scander tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais prenez le cas du camarade pour parler comme Thierry Mungala, qui a rejoint d'ailleurs le pouvoir de Sassou dans les années 2000. Hein, avant, il était avec un autre leader politique. Prenez le camarade Marien Ngouabi. Vous avez vu comment Marien Ngouabi s'habillait? Regardez les images de Ngouabi. Regardez comment Ngouabi s'habillait. Regardez comment Massamba Deba s'habillait. C'était des gens simples. Parce que tout ça, ça compte évidemment en diplomatie comme en politique. Il y a un message qu'on envoie. Mais Marien Ngouabi aimait tellement le peuple congolais, il ne pouvait pas s'acheter
des habits, des chaussures qui coûtent. Il croyait à la révolution socialiste. Après qu'on se dise qu'il se trompe, là n'est pas le sujet. Mais il y croyait. Mais le socialisme de Sassou, mais c'est d'une hypocrisie maladive. Le premier à le dire, c'est Marien Ngouabi. Quand on parlait de Sassou Nguesso à Marien Ngouabi, ça le faisait rire. Donc voilà des gens qui arrivent après les Ngouabi, après les Jacques Opango. Regardez quand même quelqu'un qui négocie les contrats pétroliers. Mais M. Perrin, ayons ça en tête. Pascal Lissouba, qui négocie les contrats pétroliers, il est victime d'un coup d'État. Mais c'est le Congo qui perd pendant ce coup d'État-là. Même si Lissouba a perdu le pouvoir, mais c'est surtout le Congo qui a perdu. Sassou a passé son temps à vouloir faire croire aux gens que Lissouba est parti avec tout l'argent du Congo, au point d'envoyer les espions congolais chercher l'argent que Lissouba aurait caché à l'étranger. Pendant des années, les espions congolais ont sillonné la France, le Japon, partout, pour rechercher les milliards que Lissouba aurait planqués. Mais lorsque les Panama Papers publient les comptes cachés des dignitaires africains, vous avez vu le nom de Lissouba? Lissouba a fini sa vie, à son âme. Oui, mais l'ironie du sort, c'est que c'est son nom finalement qui est cité mais au final, c'est son nom Pandora Papers, Panama Papers et la Libération, les gens qui sont allés fouiller, détournement de... Sassou Nguesso a demandé même à Jacques Chirac de l'aide pour retrouver les comptes offshore des dignitaires sous Lissouba. Et Chirac a répondu à Sassou que les seuls comptes qu'on trouve, ce sont tes comptes à toi et de ta famille et de tes amis. Donc, il a cherché pourquoi? Pour justifier son coup d'État, c'est ça? Pour dire que j'ai fait le coup d'État parce que... Mais bien sûr qu'il a volé l'argent du pétrole. Parce que c'est le mobile qu'ils ont présenté pour destituer... Le procès, lui qui l'a détourné. Jacques Opango, voilà. Yombi Opango, oui. Voilà. Mais c'est déjà ça. Yombi c'est le mobile qu'on avait présenté. Il a beaucoup volé. Il dormait sur des lits, je sais pas moi, d'1 million de dollars. C'est un lit d'Ikea. Hein, c'est l'équivalent on a trouvé. En fait, c'était un lit qu'on achète à Ikea. Aujourd'hui, ça doit coûter dans les 150 €. 150 € aujourd'hui. On nous a fait croire que ça coûtait 1 million. Il avait des chiens qui mangeaient, je sais pas moi, des tonnes de viande. Voilà. Oui. Il fallait le noircir. Et aujourd'hui, finalement, c'est eux qui se retrouvent dans cette situation. Et là, c'est avéré. Le nom de Sassou Nguesso est toujours cité. Jamais un jour, jamais une semaine qui passe sans que Sassou Nguesso ne soit cité. Dans des scandales, voilà. Sassou est le 5e président congolais. Le 5e. Est le seul à détenir des comptes à l'étranger. Vous imaginez? Sassou, il a plus de 112 comptes bancaires en France. Rien qu'en France, plus de 112 comptes bancaires. C'est Jean-Michel Apathy sur Canal+, qui est étonné de tomber sur un document d'un journal financier qui parle des comptes des chefs d'État africains et il découvre que Sassou, à lui tout seul, a 120 comptes dans les banques françaises. 120! C'est quand même curieux. C'est seulement la France. Ça veut dire que si on fouille un peu ailleurs, on va se retrouver avec des milliers de comptes. Et donc, c'est tout ça que le FMI et les autres institutions internationales demandent au pouvoir de rapatrier pour s'occuper des Congolais. Et donc, les Congolais doivent entendre que maintenant, la messe est dite. Le Congo est un pays riche. La richesse du Congo est volée par le pouvoir en place et le FMI demande très clairement que cet argent revienne au Congo. Et c'est le sens de la réunion qui a eu lieu à Brazzaville. Eh bien, c'était pour voir comment rapatrier cet argent à la demande du FMI et puis mettre fin à la corruption. Mettre fin à la corruption, ça suppose quoi? Comment, sur votre chaîne, je l'ai toujours répété, M. Perrin, comment sécuriser les comptes publics? Les comptes publics ne peuvent pas être à la merci des membres du gouvernement, des directeurs généraux et autres. Il y a des méthodes qui existent dans le monde pour sécuriser les comptes publics, de sorte que ce qui entre pour sortir, ça doit sortir dans l'intérêt des populations et non pas dans des projets fallacieux, dans des projets mafieux qui consistent plutôt à détourner l'argent. Et Sassou le dit lui-même, et le FMI ne vient que demander à Sassou d'appliquer ce qu'il a dit. Il a dit dans la loi de finances, au lieu de 3 milliards pour les étudiants, on demande 9 milliards. Vous allez m'excuser, mais Sassou, c'est le chef d'orchestre, en fait, de tous ces détournements, vols, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous rappelez de sa vidéo où il disait « Je connais tout le monde ». Ça a commencé à longtemps, il a toujours fonctionné comme ça.
que je propose d'ailleurs à nos téléspectateurs avant de continuer. Suivez. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Alors donc, vous comprenez, Didier Mouinivolo, c'est son mode opératoire, il a toujours fonctionné comme ça. La corruption, vol, détournement et crime, donc les assassinats politiques, tels qu'il est en train de le faire aussi actuellement. Donc Sassou Nguesso, en fait, après on se posera quand même la question, je ne sais pas s'il est digne d'être même un chef d'État ou un président, c'est incroyable. Il l'est, et qu'est-ce que vous voulez? Et je pense que... Mais il n'a pas la culture, le pouvoir, malheureusement. Monsieur Perrin, ceux qui le savent le mieux, ce sont ses camarades du comité militaire du parti. Pourquoi Sassou s'est brouillé avec Pierre Anga? Pourquoi il s'est brouillé avec Katali? Pourquoi il s'est brouillé avec Yombi Opango? Pourquoi il s'est brouillé avec tout le monde? Ceux dont il s'est débarrassé. Mais parce qu'ils se rendent compte que le mec vient pour s'enrichir, pour la vie d'opulence. Sassou, c'était un jeune premier. Ce n'est pas un politique. C'était un jeune premier. Il était toujours le plus beau de l'armée. Il a toujours eu la tenue militaire la mieux repassée. Il a toujours mis son pistolet d'une certaine façon, alors que tous les militaires avaient tel type de pistolet. Lui, il avait un pistolet semble-t-il. Mais oui, regardez les images quand on découvre Sassou dans les années 70, quand Gwabi meurt. Donc quelqu'un qui aime paraître, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est dans le paraître. C'est un peu le complexe, apparemment. Il met des lunettes comme un vrai cow-boy américain. Et du coup, quel sobriquet on lui donne à Brazzaville? Comment on appelait Sassou dans les années 80 à Brazzaville? El Sass. Mais voilà. Alors, donc, finalement, comme disait Maître Amédée Ganga ici, il souffrirait quand même il a un petit souci mental, la vérité c'est ça, il doit avoir, et moi je peux me tromper, hein, mais c'est ça, il souffre des troubles dissociatifs, comme il est narcissique, il est très narcissique. C'est bien dommage. Alors tout à l'heure nous parlions donc de ce rapatriement, hein, d'urgence, puisque voilà, la menace elle est là, elle pèse, et le FMI a demandé qu'on rapatrie. En fait c'est ça, le vrai message, ce qu'ils n'ont pas dit aux populations. Le FMI leur a demandé de rapatrier l'argent. Allez vous retrouver et décider de rapatrier l'argent. Alors, discutez entre vous, mais ramenez voilà, ramenez cet argent qu'on est en train de rappeler ici, 14 000 milliards, c'est beaucoup trop d'argent. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire avec 14 000 milliards de francs. C'est quand même 26 milliards de dollars américains. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. C'est 7 ans. 7 ans. Et à côté, vous avez les 5 500 milliards. national. Vous avez 9 000 milliards planqués dans les banques chinoises. Ramener l'argent qui est à Singapour. Ramener l'argent qui est à Dubaï. Ramener l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale. Que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Non, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte. Que même une roquette ne peut pas percer. Là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois. Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Planqués. On vous a rappelé, d'entrée de jeu, que plus de 133 000 milliards de francs CFA ont été détournés de 2001 à 2022. Et dans le même temps, les réalités quotidiennes vécues par les Congolais. Il faut se regarder.
Les Congolais manquent d'eau potable, ils manquent d'électricité stable. Aujourd'hui, à l'heure où nous réalisons cette émission, presque toute la fonction publique, notamment les services sociaux de base, n'existe plus. Toute la fonction publique est en grève. L'université est en grève depuis presque 3 mois, plus de 3 mois. Vous avez les hôpitaux, tous les grands hôpitaux du Congo. Vraiment, parce que si big Portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur triste sort. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandjili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces 3 structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Adolphe Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour répondre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pont-Noir, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. Tout le monde est en grève. Vous avez les mairies du Congo qui sont en grève. Les morgues, même pour aller enterrer, ça devient un problème. Et c'est dans ce contexte qu'on vient annoncer un autre passage en force de Denis Sassou Nguesso, qui se profile là. Le 15, puisqu'ils ont ramené la date le 15 mars 2026. Oui, alors, est-ce que on peut quand même se poser la question, n'est-ce pas ici la responsabilité aussi des Congolais, du peuple congolais, j'allais dire. Souvent, on me le reproche, on me dit, oui, ne prenez pas le peuple congolais pour... Non, il faut qu'on se dise un certain nombre de choses. C'est Albert Einstein qui disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font mal, mais plutôt par ceux qui le regardent et qui ne réagissent sans rien faire. Sans rien faire, oui, c'est ça. Et donc, quelque part, il faut qu'on commence à parler aussi de la responsabilité du peuple congolais qui laisse faire. Après, vous me direz, oui, vous êtes à l'extérieur, vous parlez. Non, 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 on a commencé à parler depuis le Congo. On a commencé à parler depuis le Congo, on a toujours tenu le même langage, la même ligne éditoriale. Les Sassou le savent, son monde le sait. Et même là où nous ne sommes pas épargnés, qui s'éveillent, il y a beaucoup de Congolais qui ont été éliminés à l'extérieur. Donc, le dire ne veut pas dire parce qu'on est à l'extérieur. Non, non, non. Chacun doit faire son travail à son niveau. Et donc, Didier, moi, je vous posais la question, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, une part de responsabilité, j'allais dire, pour les Congolais eux-mêmes, que nous sommes, parce que moi aussi, je suis responsable, en fait. Oui, mais nous tous. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'accepte vos invitations quand vous m'appelez pour parler du Congo. Mais, monsieur Perrin, je parlais tout à l'heure du système international, de ce qui se passe à travers le monde. Vous rappelez le peuple. Le peuple, on le dit toujours en politique, c'est le souverain primaire. C'est le souverain primaire.
Margaret Thatcher, quand on lui demande d'aider les pays africains d'intervenir, il dit, attention, les populations africaines ont des présidents, des responsables qu'ils méritent. Si les peuples africains ne veulent pas de ces dirigeants-là, ils n'ont qu'à se soulever contre ces dirigeants. Margaret Thatcher, c'est elle qui le dit. Elle dit, les peuples européens aussi, à un moment donné, ont dû faire des sacrifices humains, se sont levés contre les dictatures. Nous avons souffert avec Adolf Hitler. Nous avons compris que nous avons commis des erreurs et nos populations aujourd'hui sont prêtes à se lever si un chef d'État commence à être un dictateur. L'exemple est sous nos yeux, M. Perrin, Donald Trump. Regardez ce que la police ICE est en train de faire aux États-Unis. Au moment où vous et moi on parle à Minneapolis, les populations vont brûle un peu partout. Le peuple ça brûle un peu partout aux États-Unis. Oui, mais ce que vous rappelez, pardon, sans vous couper, c'est qu'il y a une phrase qui nous revient souvent lorsqu'on rencontre souvent voilà, ce monde diplomatique, c'est qu'on vous dit un peuple silencieux, un peuple qui ne dit rien face à ses souffrances est souvent considéré comme une acceptation. Et pourquoi voulez-vous que la communauté internationale, même si ça pose encore problème, puisse s'intéresser à vos problèmes? Voilà pourquoi moi je vous posais la question de savoir la responsabilité des Congolais que nous sommes. C'est là où je veux en venir, M. Perrin. Le système international est comme ça. Les peuples se sont dotés des dirigeants. Et ça, je ne suis pas là pour faire un cours de philosophie politique ou de sociologie politique. Chacun de nous a accepté de s'aliéner une partie de son pouvoir personnel, une partie de sa liberté, pour que ce soit exercé dans l'intérêt collectif par un gouvernement, par un État central. À chaque fois que cet État déconne, moi j'ai l'autorisation par la Constitution de réagir, de poser des actes en tant que citoyen. Quand vous vous rebellez contre un pouvoir qui est en train de devenir une tyrannie, vous êtes en train de poser un acte citoyen. J'ai pris l'exemple de Minneapolis, mais je vais prendre l'exemple du Groenland. Vous savez ce qui s'est passé au Groenland? Ça peut faire sourire, mais les Groenlandais commençaient à acheter des armes pour s'opposer à Trump, à l'armée américaine. On sait très bien que ces armes-là ne feraient pas le poids. Mais au moins le geste, oui, le symbole. La charge symbolique de cette population du Groenland qui est en train de refuser d'être assujettie à Trump, c'est ça qui a fait reculer Trump. Qu'est-ce qui a fait reculer aussi Donald Trump? Même si certains se sont moqués de Macron en disant « mais il n'envoie que 15 soldats, là où les Américains en ont 500. L'Allemagne n'envoie que 30. » Mais ce n'était pas le chiffre, le nombre qui comptait. C'est la portée symbolique des militaires américains en train de tirer sur des militaires français, 2 pays membres de l'OTAN. Mais c'est la catastrophe face aux Chinois, face aux Russes. Quels sont les symboles qu'on va porter aujourd'hui, en mars 2026, pour dire « nous refusons cette tyrannie ». Et c'est la fonction du peuple. Si le peuple laisse faire, on ne peut. C'est Ismaëlo qui chantait « Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit, la haine est aussi forte que la guerre. » Et c'est le faible qui paye, oui. Qui a tort. Écoutez la chanson et cette chanson, Ismaëlo chante ça au Palais de Congrès. Le concert de Ismaëlo au Palais de Congrès les gens n'avaient peut-être pas compris la portée des mots. Tout le monde est coupable dès lors qu'on se tait face à une dictature. Oboa a fait un discours de guerre menaçant les populations, menaçant les responsables politiques. Eh bien, il faut répondre à Oboa en lui disant « Nous allons croiser le fer. Nous n'avons pas d'armes, mais on peut parler. On peut écrire, on peut manifester. Mais regardez là où Oboa veut plonger les Congolais dans la psychiatrie. Il dit manifester, mais dans vos parcelles. Donc, chaque famille va se mettre à tournoyer dans sa parcelle. Et elle est où la République? Mais là elle encore, est où la société civile? Il viole de manière délibérée. Mais c'est toutes les lois et règlements de la République en face de tout le monde, en public. Non, personne ne réagit. Oboa, en disant ça, vient de tuer la République. Il tue la République. La République, c'est la capacité des citoyens à revendiquer, à marcher. Et de se mobiliser pour s'opposer à certaines choses. Et donc, quand il dit chacun se mobilise dans sa parcelle, dans ce cas, ça ne n'est plus le président de quelqu'un. Hein. Oboa vient de légitimer ceux qui ont des pensions
de division du Congo, ceux qui veulent couper le Congo entre le nord et le sud, ceux qui veulent que chaque département s'occupe de lui. Cette expression d'Obowa qui dit que chacun manifeste dans sa parcelle, il vient de tuer le lien social. Il vient de tuer la République. Il vient de tuer le contrat social parce qu'il renvoie chacun dans sa petite localité. Au-delà de la parcelle, c'est quoi? C'est le village. Au-delà du village, c'est quoi? C'est la région. Or, le Congo est une république. Et les problèmes du Congo sont traités au niveau de la République. Si Obowa veut maintenant que chaque parcelle traite ses problèmes, dans ce cas, la République cesse d'exister. Alors, Brazzaville devient quoi? Un territoire Téké? Pointe-Noire devient un territoire Luango? Obowa connaît très bien un homme, Bouao, professeur de philosophie politique. Posez la question à Bouao, posez la question à Grégoire Lefoba, que Grégoire Lefoba vous fasse l'analyse de philosophie politique des propos tenus par Obowa. Demandez à Grégoire Lefoba. Demandez au ministre de l'enseignement professionnel. Semble-t-il qu'il est philosophe. Les propos d'Obowa, ça veut dire que la République du Congo cesse d'exister. Il renvoie chacun dans sa parcelle. Dans la parcelle, il y a qui? Il y a quoi? Il y a qui? Les membres de la famille. Donc, il vous enferme dans vos familles. Et vous n'avez plus accès à l'espace public, l'espace qui fait république. C'est pour cela que les églises, les écoles, les mairies sont souvent au centre du village, au centre de la ville. Les communes, mais ça vient d'où? Les lieux de commun, c'est-à-dire nous venons tous de cultures différentes, des familles différentes, mais au centre, nous avons un lieu qui est commun à nous tous. C'est quoi? C'est la commune, la mairie, l'église, l'école. Et Obowa dit n'allez plus là-bas dans les lieux publics. Obowa dit non, n'allez plus là-bas. Vous restez dans vos parcelles. Mais ce monsieur, il est d'une idiotie maladive. Mais il serait normalement interpellé dans un pays qui fonctionne. En réalité, il passerait devant la cour martiale. Le peuple congolais doit comprendre. Même votre 30 jours pour convaincre en toute transparence, c'est le reflet de la peur qu'ils ont. Il n'y a pas de bilan. Le FMI, en demandant cette réunion-là, vient de clore le débat. C'est un pouvoir médiocre et donc le fruit est mûr parce qu'il est pourri et donc il ne reste plus que la révolution du fleuve pour que ce fruit tombe et que les Congolais remettent en place les nouvelles institutions. Oui, pardon Didier Mounivolo, dans le même sens, parce que évidemment, révolution, oui, ça se prépare, oui, certainement que bon, ça va arriver, parce que je disais même à quelqu'un, on ne sait pas, parce que en fait, l'élection de mars 2026 est un grand inconnu, qu'on le veuille ou non. C'est un grand inconnu. Sassou Nguesso le sait. Oui. Ben oui, ils ont peur. Il a beau afficher ce sourire, partout il passe, mais il sait que c'est un grand inconnu. Ils savent qu'ils n'ont pas de bilan, ils savent que les gens sont révoltés, les gens ne veulent même plus les voir. Attendez, la situation qu'on vient de peindre tout à l'heure. Sont lapidés dans les villes de Brazzaville. La situation qu'on vient de peindre tout à l'heure, un pays où vous avez des agents, des fonctionnaires qui accusent jusqu'à 98 mois d'arriérés de salaire. Vous imaginez, dans des hôpitaux, c'est des vingtaines de mois d'arriérés de salaire. Et ils sont en grève, l'université en grève, partout en grève. Tout le monde en grève, il n'y a rien, les services sociaux de base n'existent plus. Pas d'eau, pas d'électricité. Vous êtes dans un pays comme ça et vous dites que je vais encore briguer un autre mandat. Et on voit ces ministres et lieutenants se pavaner un peu partout, à la télé, pour dire 30 jours pour convaincre qui? À la rigueur, c'est 30 jours pour narguer les Congolais. Parce que les Congolais vivent la réalité, en fait. C'est eux qui vivent les réalités. Donc, tout ce que vous venez raconter là, c'est à la rigueur, vous les énervez, vous les mettez dans des... Je sais qu'il y a certainement que beaucoup font même des AVC au Congo quand ils entendent parler. Vous imaginez un ministre de la télécommunication qui vient vous dire au Congo de 6 millions d'habitants, 6 millions de connectés, d'abonnés connectés sur Internet. Et il dit, je viens de recevoir les informations ce matin. Il le dit où? À la télé. Tout le monde est en train de le suivre. Oui. Et les données, les chiffres donnés par qui, par quoi, par quelle institution, et pourquoi seulement ce matin-là, pourquoi pas les chiffres, le bilan c'est de 2021 à 2025 ou 2026, mais pourquoi les chiffres n'ont pas été publiés en 2024 avec l'année de la jeunesse où Thierry Mungala expliquait qu'ils n'arrivent pas à créer de l'emploi. Vous parlez de Juste Ibombo, mais prenez Ngatse, ministre du budget,
qui vous dit qu'il se rend compte qu'ils avaient créé 25 000 emplois publics. Mais de quoi il parle? De quoi il parle? Mais c'est du foutage de gueule. Comment, du jour au lendemain, M. Ngatse, qui depuis 2024, entend Sassou, Koliné Makosso, Thierry Mungala jouer les mécaniques pour expliquer pourquoi il n'y a pas de création d'emplois, promettre les gens, et lui, il vient, tout à coup, patatras, soudain, boum, il se rend compte qu'on avait créé 25 000 emplois publics. Et quand sa collègue de l'environnement, Arlette Nono-Soudan, elle dit quoi? Ah, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais on vient de se rendre compte qu'on a créé des milliers d'emplois verts. Donc même elle-même, elle est surprise là. Elle est surprise. Donc elle est surprise de découvrir qu'on avait créé. Ministre de l'Environnement, elle découvre que, et tiens, les Congolais ne savaient pas. En fait, on avait créé des milliers d'emplois verts. Mais évidemment, ça rejoint le ministre Ibombo qui dit: je viens de recevoir les informations ce matin. Donc en fait, on leur a demandé: mais écoutez, débrouillez-vous, allez-y dire ce que vous pouvez dire aux Congolais. Mais vous voyez que c'est même un manque de respect. C'est un manque de respect total vis-à-vis de la population qui souffre. Et regardez la prestation de M. Ibara, ministre de la Santé. Mais mon Dieu. Ah oui, nous avons des partenaires. Le chèque se trouve au Trésor, donc on va signer le chèque. Mais c'est comme ça qu'on dirige un État. Et pendant ce temps, les hôpitaux sont en grève. Les gens sont en train de mourir, les malades refoulés. Vous allez trop loin, M. Perrin. Les journalistes qui posent des questions, ils auraient pu demander à M. Ibara: si vous êtes content de nos hôpitaux, si vous êtes vraiment satisfait de nos hôpitaux, pourquoi Firmin Ayessa se soigne en France? Soyons clairs. Dernièrement, c'était Oba pour nous, et là, c'est Firmin Ayessa. Pourquoi ils vont se soigner en France? Pourquoi ils vont se soigner à l'étranger, en France notamment? Pourquoi pas à l'hôpital d'Oyo? Moi, on serait tous contents d'apprendre que Ayessa, Oba pour nous, Antoinette Sassou Nguesso, quand elle est rentrée d'urgence à Brazzaville, parce qu'elle a failli être interpellée par les juges français, mais elle était venue se faire soigner. Pourquoi Antoinette ne s'est pas soignée à l'hôpital de Luandjili ou de Patra ou à Adolphe Cissé? Qui ne sait pas que les hôpitaux au Congo sont devenus des mouroirs? C'est-à-dire, quand on y va, on est plutôt sûr de mourir. Qui ne sait pas qu'au Congo, notamment les personnes âgées, préfèrent rester à la maison? On trouve un médecin qui vient le consulter à la maison, lui fait des ordonnances, il se soigne à la maison. Jusqu'au Congo, il y a quand vous voyez les personnes âgées qui meurent à la maison, mais c'est parce que ces personnes refusent d'aller dans nos hôpitaux en disant: à l'hôpital, je risque de vite mourir. Il y a une chose qu'on apprend aussi, M. Perrin, que vous avez une catégorie de médecins, pas tous, mais une catégorie de médecins à l'hôpital qui sont en conflit avec leurs patients parce que pendant la consultation, ils regardent Google sous leur table. C'est-à-dire que ça pose des problématiques. Il y a des malades qui réagissent en disant: mais vous me parlez ou vous parlez à votre téléphone portable? Parce que c'est Google qui lui donne le diagnostic, c'est Google qui lui donne le traitement. Après, on est étonné que les gens prennent des traitements pendant un mois, la situation ne s'améliore pas, et on dit: oui, mais peut-être que le médicament n'est pas bien rentré dans le corps. Mais quand quelqu'un prend un médicament, comment dire que le médicament... Alors, j'ai fait une hypothèse. Souvenez-vous que Christelle Denis Sassou Nguesso avait envoyé des vagues d'étudiants à Cuba étudier. Fait, oui. On l'avait pris pour le Messie, le Dieu du Congo. Ces étudiants-là, à un moment donné, ont été abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas pu passer des examens. En catastrophe, on les a vus là. Comment ils sont. Ils n'ont pas pu passer des examens. Ils avaient envahi l'ambassade du Congo. Ils avaient raison. La police cubaine était intervenue. Sassou avait demandé leur rapatriement au Congo. Les familles ont été obligées d'aller demander des excuses à Denis Sassou Nguesso. Et les images existent. Est-ce que ce sont ces gens, in fine, qu'on a envoyés dans des hôpitaux pour soigner les gens et donc qui regardent leur téléphone portable pour faire les diagnostics? C'est-à-dire... Évidemment, on a des informations là-dessus. C'est des jeunes qui, malheureusement, même ceux qui sont allés apprendre, les machinistes, hein, comme on les appelle, les laborantins, ceux qui sont allés pour apprendre à réparer des appareils, curieusement, se retrouvent dans les laboratoires en train d'opérer les gens, oui, faire des opérations chirurgicales ou de donner des ordonnances. En interrogeant l'IA. Dans quel état on se retrouve actuellement? Voilà et le ministre de la Santé vient, il a une façon de parler, et d'ailleurs, on remarquera que tout ce qu'il dit, il dit ça va se faire, vous verrez.
Il vient faire le bilan en conjuguant en mettant les phrases au futur. Mais quand on fait le bilan, on dit ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on a moyennement fait, et on fait une projection avec des préconisations et un plan d'action. Mais tout ce que le ministre de la Santé a dit, c'est au futur. Et tout ce que Ibombo dit, c'est du mensonge. Parce que si vous avez 6 millions de téléphones portables au Congo, avec un taux de connexion de 30%, vous ne pouvez pas utiliser les téléphones. Ça veut dire que oui, mais moi je voulais comprendre avec vous cette psychologie-là de ces hommes, ces personnes-là qui viennent vendre un pays imaginaire au Congo. À la rigueur, ils savent que lorsqu'ils parlent, ils énervent les Congolais. Ça, ils le savent. Mais ils le font quand même. Cette psychologie-là, comment expliquer ça? Mais en fait, comment vous dire? Il y a un auteur, j'oublie le nom, mais les gens peuvent vérifier sur Internet. Il y a 2 auteurs qui ont écrit un bon bouquin, Spin Dictators. Spin Dictators. Hein, Spin Dictators. C'est-à-dire que la dictature du 21e siècle, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la dictature au 21e siècle a muté. Ce n'est plus la dictature du 19e, 20e siècle où on mate les populations, on écrase l'armée, la police, les forces spéciales. Cette dictature, aujourd'hui, ça ne passe plus parce que ça pousse les puissances, par exemple, à intervenir, à dire on vous met en garde. Il y a la Cour pénale internationale, ainsi de suite. Donc, la dictature a muté en spin dictators, c'est-à-dire, c'est des gens qui vous donnent l'impression d'être des démocrates, 30 jours pour convaincre, mais dans n'importe quel pays. Déguisés, oui. Déguisés dans n'importe quel pays, c'est bien. Vous voyez, il y a le débat, les ministres viennent expliquer. Ils tiennent les élections. Le dictateur ne se maintient pas au pouvoir par la force. Il fait une élection, mais qu'il va tricher. On peut toujours tricher. Et on va dire, mais il y a la Cour suprême, il y a la Cour constitutionnelle, on peut contester. Alors que toutes ces institutions-là sont à sa botte. Toutes les institutions existent, mais sont à sa botte. Et les spin dictators, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont aller chercher des relais internationaux. Au Congo, par exemple, Dominique Strauss-Kahn a beaucoup travaillé pour habiller l'image de Sassou. Sassou travaille avec des cabinets occidentaux. Jean-Paul Pigas, regardez les responsables politiques français qui vont à Brazzaville. Presque tous vont à Brazzaville. Mais le Sassou Spin Dictators utilise toute la classe politique française. Vous avez même une sénatrice, je suis passé sur votre chaîne, une sénatrice du parti de Macron qui arrive à Brazzaville, rencontre Pierre Ngolo, fait un tour du Sénat, discute avec les sénateurs du PCT et donne une interview à Télé Congo en disant « J'ai vu au Sénat, au Congo, des choses tellement intéressantes qu'on pourrait dupliquer ailleurs. Et j'ai demandé à cette sénatrice de les dupliquer au Sénat français. » Pourquoi elle veut dupliquer ça dans un autre? Qu'elle prenne le modèle du Sénat congolais, qu'elle demande à Gérard Larcher, président du Sénat français, de faire exactement comme Voilà les dictateurs du 21e siècle. Donc, ils ont porté, c'est un peu l'image de ce loup qui dit aux agneaux, si je suis élu, je deviens herbivore. Vous avez vu cette photo qui traîne? Oui, bien entendu. Le spin dictateur, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va prendre les élans du démocrate, il va vous faire les élections, il va de temps en temps répondre à certaines questions, mais le système est vissé et verrouillé. On ne va pas tuer en masse, on ne va pas tuer en masse, mais on va dézinguer comme ça les quelques têtes qui sortent. Oui, les assassinats ciblés, voilà. En trouvant des vrais sujets. Par exemple, un juge a porté plainte contre Fred Makita, et on appelle Fred Makita. C'est une affaire qui défraie la chronique actuellement. Voilà. Et pendant que vous en parlez, avant que je ne puisse oublier, pardon. Il y a des tentatives d'enlèvement dans la nuit. Avant que je ne puisse oublier, pardon, Didier Mouinivolo, nous apprenions depuis ce matin que finalement, la nuit d'hier, il y a eu 2 véhicules suspects qui sont arrivés à la maison d'arrêt là où il est garé, je crois, gardé, à Dolisie, et qui ont voulu corrompre le gardien. Pour l'extirper de la prison. Pour extirper, voilà, Jonas Makita, pour l'amener certainement l'achever quelque part. Et j'ai même vu sur la toile sa femme en train de c'est sa femme, oui, j'ai vu aussi, oui. De pleurer, d'implorer même, voilà, les autorités congolaises. Et c'est bien dommage. Voilà comment ça fonctionne maintenant au Congo. Vous arrêtez quelqu'un d'abord pour des raisons qui ne s'expliquent pas.
puisque ceux qui l'ont accusé n'ont pas pu démontrer pourquoi ils l'ont accusé. Maintenant, il est gardé voilà, à la maison d'arrêt et là-bas, on envoie des gens pour aller l'enlever. Voilà. Donc, un matin, on peut apprendre qu'il a été assassiné. On dira certainement qu'il a voulu fuir ou s'échapper, s'évader. Voilà pourquoi on a tiré sur lui. Voilà Exactement. comment ça se passe maintenant au Congo. Et comme c'est un individu, ce n'est pas une foule, personne n'a vu, et donc, ça coule des sources. Et puis, naturellement, oui. Et là, il cherche maintenant à l'éliminer. Bon, j'espère que le message est bien passé et que rien de cela ne va encore l'arriver. Didier Moigny-Volo, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va aborder le dernier volet. C'est l'UPADES de Pascal Tsatsimabiala. Là, les échéances, disons, la prochaine élection présidentielle, bien que factice, hein, ça tout le monde le sait, Pascal Tsatsimabiala a décidé de ne pas présenter un candidat de l'UPADES. La raison évoquée, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, mais je sais qu'il est chef de file de l'opposition. Donc, à ce titre, il a beaucoup d'argent qu'il reçoit. Hein. Il a un traitement mensuel, annuel, et il a aussi un groupe de députés, je crois, à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi. Il a des sénateurs qui... Oui, il y a une sénatrice, Madame Apara Elisabeth, qui est vice-présidente du Sénat, oui. Et pendant donc 10 ans, parce qu'il faut prendre 10 ans, cette fois-ci, l'UPADES, disons maintenant, l'UPADES ne présente pas un candidat. En 2021, c'était pareil. Donc, pendant 10 ans, l'UPADES, moi je préfère appeler ça comme ça, l'UPADES de Tsatsimabiala ne présente pas un candidat pour conquérir le pouvoir. Et c'est devenu finalement un fonds de commerce, l'UPADES. C'est quand même un parti, jadis parti de gouvernement. Comment on peut arriver 2 mandats successifs? On ne présente pas un candidat, sous prétexte qu'on n'a pas de l'argent. À ce que je sache, on ne fait pas la politique pour accompagner les autres. C'est pour conquérir le pouvoir. Pour la première fois que l'UPADES a été créé, le premier mandat avait été arraché, et c'est Pascal Lissouba qui était élu président de la République. Comment se fait-il que depuis là, on commence à assister à ces acrobaties depuis, ça fait presque 28 ans, 27 ans par là, que Denis Sassou Nguesso est revenu par les armes. Tsatsimabiala dit pas de candidature à la présidentielle 2026. Comment interpréter ça? Alors, déjà, il faut dire que pour les Congolais, c'est une triste nouvelle. Une triste nouvelle dans le sens où certains diront dans les commentaires que oui, mais pourquoi le CRC ne présente pas son candidat? Bon, le CRC n'est pas un parti politique. Le CRC ne concourt pas à une élection. Donc, dans les statuts du CRC... Le CRC a déjà dit que pas d'élection, pas de... Voilà, donc voilà, ça c'est... Maintenant, pas de dialogue non plus. Lorsqu'on fait une analyse politique du Congo, mais moi je vous renvoie au cours d'Honoré Saï. Honoré Saï, c'est un prof de philosophie au lycée. Honoré Saï est député de Dolisie, de l'UPADES. Il est au gouvernement. Il a été au secrétariat national de l'UPADES pendant plus de 10 ans. Si Honoré Saï doit faire son cours de philosophie politique, il ne faut pas qu'il enseigne seulement du contrat social de Jean-Jacques Rousseau ou du gouvernement civil de John Locke ou encore de Léviathan de Thomas Hobbes. Non, ce n'est pas seulement d'enseigner Platon, Aristote ou encore Descartes, mais il faut prendre l'exemple du Congo. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Théophile Obenga avait l'habitude de nous dire il faut enseigner la science en train de se faire. Si on prend l'exemple dans un cours de philosophie politique ou de sociologie politique ou de sciences politiques et on prend l'exemple de l'UPADES, la définition d'un parti politique, c'est un groupe de gens qui ont une idée, une vision et qui sont ensemble pour conquérir et exercer le pouvoir d'État, le pouvoir républicain. Lorsque vous renoncez à la compétition présidentielle, vous devenez une association. Vous devenez un Moziki. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont tous nos maîtres de sciences politiques qui le disent. Ce n'est pas ma définition à moi. Ce n'est pas l'analyse qui est propre à Moeni Ivolo Didier. La différence entre les associations, les Moziki, les équipes de football, qui sont toutes des organisations humaines, des groupes de gens. La différence avec ce qu'on appelle parti politique, c'est que le parti politique, lui, c'est la conquête du pouvoir central.
c'est-à-dire l'élection présidentielle, et à côté, les législatives, les locales, les sénatoriales. Mais un parti d'opposition, qui est le premier parti de l'opposition dans n'importe quel pays, mais c'est comme si aux États-Unis, le Parti démocrate dit, dans 3 ans, nous, on ne présente pas de candidat. C'est comme si en France, le Front National, regardez comment le Front National est en train de se battre pour que Marine Le Pen soit toujours là. Regardez comment Trump s'est battu face aux juges pour être candidat. Oui, mais tout ce que vous êtes en train de dire, Didier Mouini-Volo, là, on est dans le cas où le système politique fonctionne normalement, on parle de démocratie et autres, mais au Congo, est-ce que ce n'est pas ici le cas, peut-être, mais moi je pense que c'est cela. J'en arrive, M. Perrin. Tati Mabiala s'est aligné, simplement. J'en arrive, M. Perrin, laissez-moi terminer. Vous avez le cas du Bénin. Au Bénin, Patrice Talon a tout fait, je ne dis pas qu'il a raison ou pas, ce n'est pas mon propos, mais il a tout fait pour écarter les opposants de toutes les élections, notamment la présidentielle. En Côte d'Ivoire, on a vu la même chose. En Guinée, on a vu la même chose. Au Sénégal, Macky Sall, sous le conseil de Sassou, a tout fait pour écarter Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc, or, au Congo, le PCT n'a rien fait pour écarter l'UPADS. Le PCT n'a rien fait. C'est l'UPADS qui s'écarte elle-même. Alors, de 2 choses, l'une, ou peut-être les deux. Soit c'est l'incompétence, parce qu'il sait que si j'y vais, j'aurai moins de 2%, donc c'est la honte, donc l'incompétence politique. Alors il faut qu'il se pose donc la question. Non, s'il y va, on va couper son traitement, c'est tout. Il faut qu'il se pose la question pourquoi il est toujours à la tête d'un parti politique s'il renonce à chaque fois à l'élection présidentielle. De 2, la connivence, la corruption. Combien il a reçu en tant que chèque pour ne pas faire de l'ombre à Sassou, parce qu'on oublie une autre hypothèse. Dans l'hypothèse où l'UPADS a un candidat, Tati Mabiala, Jérémy Lissouba ou un autre, et que les populations font ce qu'ils ont déjà fait avec Mokoko, c'est-à-dire voter en masse pour ce candidat-là, Sassou est bloqué. Il va se mettre en difficulté. Mais en fait, si j'ai bien compris, le désengagement de l'UPADS ou de Tati Mabiala, il faut dire ça comme ça, est-ce que ce n'est pas la suite de ce qu'on a vu parce qu'il avait envoyé son représentant au congrès, je ne sais pas, le congrès du Parti congolais du travail. Ah non, il n'a pas envoyé son représentant. Il n'a pas oui, envoyé c'est lui-même qui était là-bas, c'est lui-même. Ah voilà, c'est lui-même, quoi. Oui, je me souviens maintenant, c'est lui-même. J'avais bien vu les images. Mais au-delà de ça, M. Perrin. J'ai vu les images. Est-ce que ce n'est pas cette suite-là, finalement Au-delà de ça, Tati Mabiala accompagne Denis Sassou Nguesso et Koliné Makosso partout. Depuis un certain temps, on le voit partout. Et quand vous voyez comment ça cause, c'est des potes qui sont en train de causer. Mais comme je dirais, ce qui ne se dit pas s'observe. Donc, on voit ce qui se passe. Mis bout à bout, je pense que l'UPADS est en difficulté parce que si l'UPADS va à l'élection présidentielle, mais c'est pour contredire qui? Sassou? Alors que Tati Mabiala a passé tout son temps à dire que c'est lui le bon, il a fait le maillage de la République, il est le je veux sa réussite et autres. Et puis, n'oubliez pas, en 2021, quand on interroge Tati Mabiala pourquoi il n'est pas candidat, il dit parce qu'il s'est rendu compte que l'élection présidentielle est une élection à circonscription unique. Ça, c'est sa phrase, hein, je vous répète sa phrase. Mais donnez-moi le pays où l'élection présidentielle n'est pas à circonscription unique. C'est une très belle phrase qu'il prononce. Mais donnez-moi le pays où il y a 2 présidents. Dans quel pays il a vu 2 présidents? Donc, lui, il sera candidat le jour où l'élection présidentielle, ce sera d'être une élection à circonscription unique. C'est quand même curieux comme raisonnement. En fait, il a juste annoncé officiellement son appartenance au Parti congolais du travail. Mais bon, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Donc, autant pour Sassou, vous avez dit le peuple congolais est responsable, mais autant pour l'UPADS et Tati Mabiala, les militants de l'UPADS sont responsables aussi de cautionner une telle pagaille, un tel foutage de gueule vis-à-vis des militants. Moi, je sais que l'UPADS doit se reformer, doit trouver d'autres leaders. L'UPADS sous les responsables actuels, eh bien voilà le résultat. Et sachez-le, c'est l'hypothèse que j'avais faite déjà auprès de mes camarades de l'UPADS. En réalité, qui protège le pouvoir de Sassou? Ce n'est pas Oboa. Oboa peut s'enorgueillir. Ce n'est pas l'armée congolaise. Sassou est encore au pouvoir parce que Tati Mabiala le veut. C'est un deal implicite ou explicite. C'est un deal. Aujourd'hui,
si l'UPADS demande aux Congolais de se soulever contre le pouvoir, les Congolais le feront. Avec tout ce que nous venons de dire. Posait d'ailleurs, la question de savoir comment expliquer que celui qui fut le dernier ministre de la Défense de Pascal Lissouba, qu'il y a un coup d'État militaire, il tente de fuir, il fait semblant de fuir, et aussitôt il revient à intégrer le régime qui a chassé son président. Il ne s'est jamais expliqué sur ça. Mais ils sont nombreux. Méry Martin, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, s'est retrouvée dans le premier gouvernement de Sassou. Claudine Mounari, directrice de cabinet de Lissouba, s'est retrouvée. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, si le Congo a un candidat sérieux qui incarne les attentes de la population, tout le Congo sortira pour soutenir ce candidat-là. Et le parti politique qui est encore structuré aujourd'hui pour porter les revendications des Congolais, vous parlez des grèves, vous parlez des salaires non payés. Est-ce que vous entendez les responsables de l'UPADS, qu'il s'agisse de Tati Mabiala ou de Jérémy Lissouba, vous les entendez faire une analyse sociologique, socio-économique, sociopolitique de ça? Rien. Donc aujourd'hui, moi je fais l'hypothèse que le pouvoir, le spin dictateur fabrique ses propres opposants, parmi lesquels Tati Mabiala qui est nommé quand même par un décret présidentiel. Et donc, ce spin dictateur se protège aussi des partis de l'opposition, parmi lesquels l'UPADS de Tati Mabiala, pour se maintenir au pouvoir et donner des gages. Quand on interroge Tati Mabiala, il dit oui, il y a la démocratie, il n'y a pas de problème. Le général Mokoko, ah non, c'est un prisonnier de droit commun. Vous voyez? Donc, il est dans le système du spin dictateur et donc, il vient vous servir, si ce n'est que l'argent. Si Destin Gavé est candidat, si Dave Mafula est candidat, si Bienvenu Manango est candidat, si Mathias Nzon est candidat, si Mounari est candidat, il faut expliquer comment le premier parti de l'opposition, avec 7 députés, 1 sénatrice, c'est-à-dire qui ont des revenus de par leur mandat électif, ils ont de quoi trouver 25 millions pour qu'un candidat de l'UPADS soit là et pour que Tati Mabiala ou Jérémy Lissouba soit candidat. Donc, dire qu'il n'y a pas les moyens, c'est tellement insultant pour les militants du parti. Ou simplement exiger le financement de l'État. C'est prévu par la Constitution, un parti, puisqu'on lui reconnaît le statut de chef de l'opposition. Naturellement, son parti pouvait être évidemment subventionné par l'État. Monsieur Perrin, je ne suis pas militant du MCDDI. Sachez-le, Kolela a créé son parti, il était charbonnier. Kolela a maintenu son parti, il était charbonnier. Kolela gagne, il arrive 2e à l'élection présidentielle de 1992. Kolela n'a pas les moyens de Sassou Nguesso. Kolela n'a même pas les moyens qu'avait, par exemple, un leader politique, paix à son âme, Bokilo. Bokilo avait les moyens plus que... Regardez les cortèges de Bokilo. Mais Kolela avait quoi? La détermination de ses militants. C'est tout. Oui, c'est la question que moi que j'allais vous poser pour terminer. Puisqu'il parle d'insuffisance de moyens financiers, mais on sait bien que c'est un prétexte parce que la capacité, la force, la crédibilité d'un parti politique, c'est aussi sa force de mobilisation. Si vous n'êtes pas capable, si vous ne pouvez pas mobiliser vos partisans pour collecter cette somme, ça veut dire que vous n'existez pas. Tout ce qu'on entend là, c'est du bruit, c'est la spéculation. C'est ce que ça veut dire. Il faut retenir une seule chose. Sassou gère la République du Congo, c'est son business, c'est son truc. Tati Mabiala gère la République de l'UPADS avec comme présidence de sa République Diatta. Moi, j'avais écrit un article il y a maintenant 10 ans, la République des petits chefs. C'est-à-dire qu'il est en train de répéter à l'UPADS ce que Sassou fait sur le plan national. Et donc, il y a une collusion à ce niveau. Maintenant, il appartient aux militants de l'UPADS qui sont convaincus de la force de frappe de ce parti de dire ce genre de responsable, on n'en veut pas. Il faut que nous enlevions de nos têtes certains éléments de langage, M. Perrin. L'UPADS n'appartient pas à Tati Mabiala. L'UPADS n'appartient non plus à la famille biologique de Pascal Lissouba. C'est un parti politique avec toute la rigueur scientifique que cela impose. Tout comme le Congo n'appartient pas à Sassou. Écoutez les éléments de langage au Congo. Sassou fait un coup d'État.
Écoutez certains militaires, généraux. Mais oui, c'est la faute de Lissouba qui lui a dit de prendre le pouvoir de Sassou. Mais où est-ce que vous voulez aller avec de tels raisonnements? Écoutez, je vous dis encore, je le répète ici, demandez au général Dabira où est-ce qu'il a travaillé entre 92 et 97. Dabira était dans quel corps? Ah non, non, je ne peux pas servir le pouvoir de Lissouba. Mais ce n'est pas Pascal Lissouba qui a perdu en 97. C'est le Congo. La conséquence, on le voit aujourd'hui. Oh non, hein, Ngana Koki au Salate, Ngaï Nazali étudiant à Sassou. Mais Sassou paye Et d'ailleurs, Joe Maïfaï, c'est ça, hein, le président sénégalais. Tout à fait, oui, Joe Maïfaï. Joe Maïfaï commet une erreur de langage. Il dit, les joueurs qui ont gagné la Coupe d'Afrique, je donne à chacun 75 millions. Erreur. Ce n'est pas lui qui donne, c'est l'État sénégalais, sous son autorité. Il doit corriger cette phrase. Que moi, président, au nom de la République, je vous récompense, mais ce n'est pas je donne. La façon dont il a dit la phrase, ça c'est un homme d'affaires qui prend son argent. Mais lui, il est président de la République. Il utilise. J'ai été formé à une époque donnée avec l'argent de la République. Je ne dois rien à personne. Même si j'étais parti étudier sous tel gouvernement, sous tel président, ce n'est pas son argent. C'est l'argent de la République. Et je ne lui dois rien. Et donc, j'agis, je parle, je réagis en tant que citoyen de la République. Or, vous avez au Congo des gens qui pensent que l'UPADES appartient à la famille de Lissouba. Donc, peu importe ce que Tsatima Biala et la famille de Lissouba font, eh ben, il faut laisser tomber. Mais faux. Si c'est comme ça, ça ne marchera pas. Et le Congo, la République, c'est le pétrole de Sassou. Mais qui vous a dit que le pétrole du Congo, c'est le pétrole de Sassou? Qui le pétrolier? Ah bon? Et vous avez vu un Saoudien s'appeler Mohamed le pétrolier? Mais maintenant, on a compris que c'est des voleurs. Il y en a même qu'on appelait les dragons de la monnaie, mais tout ce monde-là, c'est des petits voleurs. Et il a fabriqué quelle monnaie? Ça se sait. Didier Moueni Volo, mais vraiment, voilà, on va conclure. Il nous laisse 2 minutes seulement pour conclure, bien entendu. Alors, vous avez aussi suivi l'actualité dans le pool à Mindouli, où la DGSP est allée foutre, permettez-moi le terme, le bordel. Ils sont allés brûler le moton. On en a déjà parlé ici, hein, sur ce même plateau avec vous. On en avait parlé sur ce même plateau. Ils sont allés brûler une moto et puis ça a dégénéré. Vous avez suivi les images, il y a eu des morts. Et depuis là, un petit bruit court que le pasteur Ntoumi Frédéric Binsamou serait, je ne sais pas si c'est en exil, oui, mais il se cacherait quelque part. Et d'autres opérations, finalement, ont suivi dans le pool. Brûlé. Il y avait 4 hélicos, ils ont bombardé ici. Voilà. Voilà. Tout est détruit. Ça, c'est une école. Ça, c'est le sac de voyage, je ne sais pas c'est pour qui, et le matelas. Et les conséquences, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de réfugiés de cette partie du pays, du Congo, qui se retrouvent de l'autre côté, l'autre Congo en RDC. Bien malheureusement, ils sont nombreux, beaucoup de familles. Et c'est tout normal parce qu'ils ont déjà vécu, ce traumatisme est resté, ils ont vécu ces événements. Et dès que ça a déclenché, le réflexe était de se protéger. Ils sont nombreux. Et c'est dans ce contexte, curieusement, qu'on est en train d'aller à l'élection présidentielle de mars 2026. Mais ici, moi, ma question, c'est sur cette situation. Quelle analyse vous inspire cette situation? Ntoumi serait bon. Après, je suis sur les réseaux sociaux, les déclarations, des notes qui sont affichées, des voix qui lui sont attribuées, mais jusque-là, on ne donne pas la vraie position. Enfin, je veux dire, le dépôt des candidatures, c'est très bientôt. Tous ceux qui se sont prononcés, moi, candidat, tout ça, c'était bon, c'est normal. Même moi, je pouvais dire, oui, je serai candidat. Mais le dépôt des candidatures, c'est pour très bientôt. Et la date a été fixée. Lui, il se retrouve, dans sa cachette. Après, je me pose la question, est-ce qu'il va sortir de là où il est pour aller déposer? Parce que quand on dépose les dossiers des candidatures, il faut être présent. Bien sûr.
Après, il faut passer des examens médicaux, je ne sais pas moi, de validation. Oui, il faut constituer le dossier. Comment ça va se passer concrètement? Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce que cela présage, en fait? Comment ça va se passer? Je n'en sais rien. Je suis incapable de lire dans une tasse de café. Je ne suis pas magicien. Vous savez, la situation du pool, ça m'évoque déjà une grande tristesse d'une population qui n'arrête pas d'être meurtrie depuis des décennies. Et je dis toujours, faites attention, la personne qui viendra après Sassou est un mortel, donc tôt ou tard, il ne sera plus là. Celui qui viendra après, il faut toujours avoir à l'esprit que si la personne aime le Congo et il a envie vraiment de travailler pour le Congo, il va récupérer une situation catastrophique au niveau du pool. Maintenant, la situation personnelle de M. Frédéric Dinsamou, dit Pasteur Ntoumi, moi, je ne crois pas que cette situation m'importe vraiment. Moi, ce qui m'importe, ce sont les populations du pool. Est-ce que le pouvoir a créé cette situation pour empêcher Ntoumi d'être candidat? Mais Ntoumi, le pouvoir pouvait l'empêcher d'être candidat de plusieurs manières. Hein. Il suffisait de rejeter pas besoin sa d'aller candidature. tirer dans le pool. Pas besoin, vraiment. Moi, vous savez, je suis très sensible quand je vois les enfants, les femmes, des personnes en situation de handicap. Quand je vois ces pauvres femmes qui se retrouvent du côté de la RDC, démunies de tout, hein. Démunies de tout, qui s'occupent de leur éducation, qui s'occupent de leur santé. Comment ils font quand ils sont malades? Aïessa est en Europe en train de se faire soigner. Ces pauvres enfants sont de l'autre côté, ils vivent à la belle étoile, en tout cas en plein air, sans protection. Quand on est un citoyen et qu'on aime son pays, on fait la politique dans son pays, on ne peut pas accepter ça. Ça ne vaut pas la peine. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut, entre Congolais, je ne dis pas entre le pool, et encore le danger, c'est qu'on enferme ce problème entre le pool ou Ntoumi et Sassou. Mais le pool, c'est la République. Il faut traiter ce problème non, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et parce que ça moi, concerne tout le monde. C'est au niveau de la République et qu'on arrête de faire souffrir les gens inutilement. Et puis, si le pasteur Ntoumi est un problème, eh ben, il faut l'arrêter, il faut le juger, il faut démontrer que c'est un problème. Et puis, il faut que le fameux pasteur Ntoumi puisse éclaircir aussi sa position. Il est religieux, il fait la religion, oui. où il fait la politique. On ne sait pas. Sur R7, on traite des sujets globaux au niveau de la République, on traite des problèmes de tous les départements. Finalement, on a quelqu'un qui est focalisé dans son village. Ce n'est même pas dans le pool, il est focalisé dans son village. Moi, je n'ai jamais compris qu'est-ce que ce monsieur veut réellement, quelle est sa relation avec Sassou. On le sort toujours de façon intermittente comme ça. À un moment donné, on le sort. Alors, et puis, on va faire une élection. Au final, les déplacés du pool ne vont pas voter, puisque personne ne va leur amener les urnes. Alors, c'est là que j'en venais, Didier Mouni. Quelle est la crédibilité d'une élection? Déjà, souvenez-vous, juste pour terminer, souvenez-vous déjà que les dernières législatives, il y a une grande partie du pool où on n'a pas voté. Et donc, on a reconduit les députés de ces circonscriptions de façon automatique. Et ça, c'est pas bon. Évidemment, c'est pas bon parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des déplacés... les Poulois qui se retrouvent de l'autre côté, en RDC, et la situation est telle que nous sommes en train d'échanger sur ça, et c'est une crise en fait dans le pool. Ça veut dire que le pool ne va pas participer à cette élection présidentielle. Et je me posais la question de savoir, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas une affaire de Sassou et de Ntoumi, c'est une affaire de la République. Et les candidats qui iront à cette élection, la situation du pool devait être une priorité pour tout le monde. Mais comment ils vont battre? C'est un préalable qu'il faut poser avant les élections. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait de la sérénité dans tous les départements de la République. On parle de la situation du pool, aucun débat au Parlement, aucun débat. Aucun débat au Sénat. Mais comment on va faire le débat, pardon de vous couper comme ça? Vous avez suivi Isidore Mbouba, qui accuse directement Ntoumi pour dire, il était avec Elo Matson Mapouya, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui disent, c'est des ninjas qui ont provoqué. Mais attendez, la DGSP quitte chez elle là-bas son camp pour aller dans le pool, aller tirer, brûler les motos, et vous dites, ce sont les ninjas. Je ne suis pas pour la défense des ninjas, mais il y a des choses qu'il faut remettre, dans l'ordre, dire les choses comme elles se passent. On ne peut pas venir dire que ce sont les ninjas qui sont allés provoquer. Comment ça?
il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Personne ne défend Toumi, personne ne défend les ninjas. Mais quand on voit le mode opératoire, et quand vous voyez même, et d'ailleurs, regardez les séquences. Je crois que je suis passé sur votre chaîne pour interroger un peu les images qu'on avait vues. Et qu'est-ce qui a suivi? Ils sont repartis pour brûler maintenant les véhicules. Bon, ailleurs, Brûler ils ont les cassé véhicules, casser les cages, casser les cases. on Et appelle puis, ça, oui, tout ça. d'accord, mais en fait, c'était quoi le problème? Est-ce qu'il y avait des Kuluna là-bas? Est-ce que les ninjas Siloulou de Ntoumi sont un problème? Mais lequel? En fait, jusque-là, le pouvoir n'explique pas c'était quoi cette opération qu'ils sont allés, que la sécurité, pourquoi ce n'est pas l'armée? Pourquoi ce n'est pas la gendarmerie? Pourquoi ce n'est pas la police? Et donc, tout ça, il faut qu'on remette un peu de l'ordre dans notre pays, qu'on puisse échanger autour d'un dialogue national. Quand je dis le dialogue national, je ne demande pas une conférence nationale, mais que nous puissions remettre en question certains comportements qui consistent à faire croire que Sassou a la liberté d'aller tuer partout et que lui, on ne le tuerait pas. Sassou a la liberté de voler l'argent. Mais non, il faut replacer la situation du pool dans un contexte républicain et national, de dire il y a un organe du corps qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il faut toujours avoir ça en tête. Et ce n'est pas moi, comment vous l'appelez, Isidore Vouba n'a aucune légitimité de parler au nom du pool au motif parce qu'il serait originaire du pool. Et l'homme en Pouya n'a aucune. Dans la République, ça ne se fait pas. Et moi, je demande cet effort aux Congolais. Quand je parle d'un département du Congo, c'est parce que les réalités de ce département m'attristent, m'interpellent, m'inquiètent. Lorsque une femme dans la Likwala est en train d'accoucher dans une pirogue parce qu'il y a les inondations, ce sont des associations françaises qui exfiltrent tout le monde, et que la femme accouche des jumeaux. Et heureusement qu'ils ont vu que c'était des jumeaux parce qu'il y a un qui est tombé dans l'eau, on l'a très vite récupéré. Mais je n'ai pas besoin d'être dans la Likwala pour que ça me touche. Je n'ai pas besoin d'être du Poul pour que ça me touche. Je n'ai pas besoin d'être du Niari pour que la situation de Fred Makita me préoccupe. Non, je suis républicain. Je suis du Congo-Brazzaville. Peu importe où se passent les choses, je dénonce, je demande que ça s'arrête. Et donc, ceux qui se disent Beto Balabantsana, ils n'ont aucune légitimité. La légitimité doit revenir au peuple congolais. Au peuple congolais. Alors, oui. qu'est-ce qu'on va faire, M. Perrin? Il n'y a que les gens de Pointe-Noire et du Kourou qui devraient parler du pétrole. En réalité, il veut quoi? Il veut oui, quoi? Mais voilà pourquoi moi je veux l'inviter. Je lance une invitation au pasteur Ntoumi ou M. Frédéric Binsamou. Nous lui faisons donc ici officiellement, comme qui dirait, une invitation qu'il vienne parler, qu'il vienne dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que, à force de se cacher, évidemment, chacun va interpréter la situation à sa manière et ça va aller dans tous les sens. Ici, nous l'invitons sur R7, qu'il vienne, ça sera gratuit, nous allons le recevoir, nous lui poserons toutes les questions. Il peut gérer son église. Si c'est une église, il peut gérer son église. Peut-être. Maintenant, s'il fait la politique, il faut qu'on comprenne. Mais quand on fait la politique, il faut communiquer. On ne peut pas faire la politique sans communiquer. C'est là le problème. Pourquoi communiquer par personne interposée? Souvent, c'est des jeunes qui viennent, qui font du bruit, qui disent si, Tantantoumi a dit ceci, il a dit ceci. Mais il est vivant. Quel que soit là où il est, il peut parler. Surtout avec voilà, les médias en ligne. Moi franchement, c'est ce que je vous dis. Ce qui me préoccupe et ce qui me révolte, franchement, je ne supporte pas de voir ces enfants dans une telle souffrance. Je ne supporte pas de voir. Je regarde, je vais vous dire une chose, M. Perrin. Je passe des heures et des heures à regarder les vidéos de ces populations qui ont fui en RDC. Écoutez, je comprends très bien le Lari. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez vraiment et méditez sur ce qu'ils disent. Ils vous montrent les tombes de leurs enfants dans des villages en RDC. Et je remercie la RDC et les populations de la RDC qui les accueillent, qui ne les brutalisent pas. Et on n'a pas parlé d'un sujet. Pendant qu'il y a cette situation, Sassou rencontre Tshisekedi il y a quelques heures ou il y a quelques jours à Oyo, et les deux parlent de quoi? Des pêcheurs de Mbandaka qui les ramènent des silures. Vous trouvez ça sérieux?
quand vous regardez ce dont on parle, de la situation du Congo et de la situation du département du mais oui, Kourou, Didier Moïni-Volo, connaissant Sassou Nguesso, il est tellement cynique. c'est quand même curieux. Reste à savoir, je le vois avec Tshisekedi. Il n'a pas parlé de cette situation avec Félix. Oui, mais moi je vais en terminer, pardon, c'est très important. Il reste à savoir si il n'a pas évoqué la question avec Félix Tshisekedi, comme il a toujours coutume de le faire. Renvoie-moi ces gars-là parce que ça donne une mauvaise image. Et puis, bon, quand ils reviendront, on ne sait pas ce qui va leur arriver. Parce qu'avec Sassou Nguesso, c'est ça. Ils ne peuvent pas parler que des silures. Oui, ça, c'est ce qu'ils affichent en public. Mais Denis Sassou Nguesso est très cynique. Oui, mais je le sais, je l'espère. Et je pense que c'est très important qu'on prenne cette situation au sérieux. Après, quand vous avez des partis politiques qui se taisent, il y a très peu de gens de la société civile. Hein. Bon, ce n'est pas pour me vanter. RFI, on parle. Les gens peuvent interroger RFI. Hein. RFI, on parle parce que j'ai appelé plusieurs fois RFI pour les sermonner, pour dire quand même à RFI, je ne comprends pas. La DGSP est en train de tuer dans le pool. Moi, j'écoute RFI tout le temps, 6h30, 7h30, 8h30. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez des gachas au Mali, vous me parlez de Bamako qui est fermé et il n'y a pas de pétrole. Donc, la situation du carburant à Bamako, pour la presse française et surtout RFI, est plus importante que les Congolais qui sont en train de mourir au Congo de façon générale. Même les assassinats des Koulouna. C'est moi qui appelle RFI. J'appelle RFI, je leur dis, mais écoutez, ça fait des jours, la DGSP est en train d'assassiner des jeunes dans les rues de Brazzaville. Et vous êtes là en train de nous parler du Mali, du Niger. Si c'est les pouvoirs maliens, nigériens, guinéens ou burkinabés, surtout burkinabés et Mali qui avaient fait ça, mon Dieu! Ah oui, mon Dieu. Ça serait... Si c'est le pouvoir burkinabé et malien qui assassinait, comme ça soit en train d'assassiner, mon Dieu! Écoutez, RFI et la presse française. Et là, ça soit en train de tuer, eh bien, ça n'intéresse personne. La dame me dit même, oui, mais monsieur, est-ce que... C'est le journal de Juan Gomez, hein, s'ils nous écoutent. La dame me dit, oui, mais monsieur, est-ce que vous avez les preuves de cela? J'ai dit, mais madame, c'est vous qui faites du journalisme d'investigation. Comment ça? Moi, mon numéro de téléphone, c'est SFR. SFR peut me fournir les preuves, les transcriptions écrites des appels. Et elle me dit, est-ce que vous avez les preuves? J'ai dit, mais madame, Laurissa Martial, c'est qui? Laurissa Martial, c'est votre correspondant à Brazzaville. Oh là là. Et les djihadistes maliens qui vous intéressent, tous les matins sur RFI, ce sont des djihadistes maliens, burkinabés, nigériens. Et eux, vous trouvez les preuves où? Quand vous parlez de ça, vous trouvez les preuves où? Et quand c'est le Congo-Brazzaville, vous me demandez des preuves alors que vous avez Laurissa Martial à Brazzaville? Mais les preuves circulent partout. Attendez, il y a même des associations, des organisations qui travaillent là-dessus. Je lui ai dit, allez regarder les pages Facebook. Lorsque la Russie, semble-t-il, manipule l'information contre la France sur les réseaux sociaux, vous récupérez ça. Il y a une émission spéciale sur RFI pour démonter les fake news. Et ça, vous pouvez investiguer. Et les corps que Mais ils ont même un programme qu'ils appellent les observateurs. Si. Mais je suis un fan de RFI. Et comment vous appelez? Les corps que la DGSP expose elle-même en plein air, et ça, vous n'arrivez pas à voir. Donc, je les ai rappelés pour le pool, pareil. J'ai dit, mais attendez, c'est quand même curieux, cette façon de gérer le journal de l'Afrique. Le journal de RFI de l'Afrique préfère traiter du carburant qui manque au Mali que de traiter des Congolais qu'on est en train d'assassiner. Oui, mais aussi curieux, c'est que lorsque le carburant manque au Congo, jamais RFI n'en parle. Ah non, jamais ils n'en parlent. C'est ça qui est bizarre. Mais voilà. Spin Dictators, que les Congolais aillent lire ce livre. Merci Didier Moïni-Volo, comme qui dirait, face à des situations d'injustice, le silence, c'est une prise de position. Si vous êtes silencieux, c'est que vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Grand merci d'avoir été avec nous. Merci Didier à vous. Moïni-Volo, je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo. Merci encore, grand merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Merci à vous. Bien, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Merci.